Oui, on est très heureux d'être en votre compagnie comme tous les jours. Bienvenue dans le Grand Talk avec nous ce soir. Monsieur Élisée Bolouboué. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même? Ça va très très bien. Bonsoir Kevin Aubin. Bonsoir. En vert et blanc. Exactement. C'est ça. Isabelle, magnifique comme tous les soirs. Bonsoir, Merci, vous allez bien Brice, Isabelle? Bonsoir à tous. Les cheveux sont lissés aujourd'hui. Oui, Très bien, je m'en j'ai voulu les raides. habituerai. Et bien sûr, juste à côté d'Isabelle, vous avez Mobutu. Merci jeune homme. Merci tonton. Comment ça va? Monsieur Alain Toussaint, comment allez-vous? Enchanté. Est-ce que vous avez compté un jour, vous êtes amusé à compter le nombre de boutons qu'il y a sur votre veste? Non, pas encore, mais Alors, avec ton aide. Je vais compter. Non, on touche pas. On touche pas, on compte. Allez, touche 1, 2, 3, 4, arrêtez. Merci Alain, on est content de vous avoir à nos côtés. Merci. Rihanna assis. Oui, Brice. Je ne sais pas si tout le monde sait que vous êtes en kimono, c'est ça? Non, je suis pas en kimono. C'est quoi? Un kiboubou. Je sais pas. Pardon. Vous pouvez nous le montrer s'il vous plaît? Tu faites pas difficile. C'est très joli. Non, n'essayez pas là, n'essayez pas là. Mais j'étais passée la dernière fois. Ouais, non, ça évolue. Ça date de l'époque des C'est très joli, Mathusalem, merci. C'est vrai? Ouais, c'est très joli. Merci beaucoup. Voilà, On peut merci. citer la marque ou pas? Voilà. Ouais, on peut, hein. Franchement, en plus, Qu'est-ce elle est que de ma c'est? famille. Allez-y, citez la marque. C'est Miala Wear. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû voir ça sur mon profil, Miala. Très bien. C'est quoi? C'est un pyjama japonais ou qu'est-ce que c'est? Vraiment, Alain, je sais pas. Voilà. Bah, c'est beau. J'ai trouvé C'est ça juste beau. beau. et- C'est juste ouais. beau. Voilà, c'est juste Magnifique. Merci. beau. Bien sûr. Juste qu'on note que la ceinture est une ceinture en paille, donc on ne sait pas c'est laquelle dan en fait. Monsieur Daouda, Sa Majesté. Daouda. Daouda, vous avez fermé la veste? Daoud. Oui, je ferme la veste, je mets les idées en ordre. Ah. Comme je dirais quelqu'un. Comme quelqu'un qu'on ne veut pas citer sur ce plateau. Ouais, je mets les idées en ordre. Voilà, vous mettez les idées en ordre. Alors Daouda, il y a une bonne nouvelle que vous partagez avec nous. Oui, et S'il vous plaît, baissez un peu la musique parce qu'il parle doucement. effectivement, Brice, il y a une très bonne nouvelle. Oui. Mais Daouda, non, mais le problème c'est que nous, on a besoin quand même que vous nous parliez un peu plus rapidement. Oui, Daouda, c'est quoi la bonne nouvelle? Effectivement, Brice, il y a une très bonne Mais nouvelle. vous parlez comme quelqu'un sur ce plateau. On dirait. hein. Isabelle? Je voulais faire ce soir mon Alain, mon Oui, Élisée c'est ça, et votre Bouligoui. Élysée, voilà, c'est ça. Vous parlez doucement et vous arrangez le costume. Voilà. La vraie bonne nouvelle, c'est que Daouda, vous avez eu un diplôme aujourd'hui. Non, c'était hier. C'était J'ai hier, une reçu attestation. mon certificat de fin de formation. Oh, bravo, Désolé. s'il vous plaît, pour Daouda. Voilà. Ne dites pas où ça va. Ça va. Non, je ne veux pas qu'on dise où. Non, diplôme de fin de formation, ça va, bravo. On va pas dire. On va pas dire où. José? Diplôme? Diplôme. Non, c'est pas le diplôme de Pas José. José, non? Ok. Je ne veux pas parler de José parce que quand on parle de José, il y a quelqu'un qui a ses cheveux qui se dressent. Bon, très bien. Je sais Ah pas oui, de qui c'est tu vrai. parles. Non, mais à propos de cheveux qui se dressent, ce matin, ou je pense ce midi, j'étais dans la circulation et il y a des jeunes qui m'ont reconnu et ils essayaient d'expliquer, enfin, ceux qui m'ont reconnu expliquaient aux autres que le monsieur dans la voiture était quelqu'un qui était à Live TV qui faisait une émission. Alors, regardez la gestion, c'était très impressionnant. Je les voyais dans le rétroviseur en train de dire le monsieur qui est à la télévision avec le gars qui est. Et je me suis dit, il parlait certainement de Kevin Aubin. Il est dans l'émission avec le gars qui a les cheveux. Ah oui, mais il a tout fait été diminué, hein, Pardon, oui, il a tout fait considérablement. considérablement. Ouais. Mais ça va, c'est très joli en plus. Ah ouais, c'est vrai. Ça lui Bon, va bien. les amis, nous sommes jeudi. Jeudi, c'est jour de grande révision, hein, d'accord. Et la grande révision, aujourd'hui, elle est musicale. Un petit souvenir. Vous n'avez pas présenté Élisée? Si, le premier d'ailleurs. Alain, Ah ouais, vous, ça va étiez, tellement vite. vous étiez en vacances? Non, j'ai été distrait par l'histoire des cheveux, alors. On va commencer par Élysée. Alors Ok. justement, je vous disais que notre grande révision serait, en tout cas la petite révision, le titre de la chanson, s'il vous plaît.
Iwasado. Iwasado. Et qui voit ça? Waouh, Isabelle. Isabelle. Ça va, hein. En fait, elle m'a posé la question Ah, non, quand mais Kevin. Non, Kevin, toi, tu es un peu. Non, mais Kevin, tu peux rien faire avec lui. En fait, Rien. Kevin, balance. je vous le dis aujourd'hui, Oui, mais vraiment, hein. quand tu finis de t'asseoir, quand tu fais quelque chose, tu vois Kevin, tu t'assois dedans. Parce que quand il va voir, il va dire. Mais il fait pas exprès, c'est ça le Mais pire. vous-même, vous savez que c'est Ça quoi sort depuis seul. toujours, vous me dites. On fait comment? T'es notre petit frère. Ah. Vous m'avez pas dit qu'il chante. Nayan Kabel. Très bien. Vous connaissez son nom de l'état civil? Ah non, par contre ça. Aïe, Naya Kabel. Nayanka, Ah non, belle. justement. Nayan Kabel, c'est Alain, son vous nom jetez à l'eau? d'artiste. Non, je pensais que c'était son nom, oui. Oui. Son Non, nom pas de du tout. naissance, non. Pas du tout. Pas du tout. Aka Louise. Ah oui, c'est vrai. Ça va? Il s'est retrouvé. Je sais qu'elle est originaire de. D'Agboville, non? D'Agboville, Voilà. voilà. Dans la région de l'Agnébi. Ouais. Voilà, je ne l'ai Ah, vu, elle est c'est à ça. Thiers? À Baie. Ah ben, bah, c'est Non, pas non, loin. elle n'est pas à Thiers, quoi, en fait. Tu m'as dit la dernière fois que à Thiers et à Baie, c'est pas la même chose. Oui. Voilà. Louise Aka de Marillac. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, la magnifique Nayan Kabel. Et d'ailleurs, à ce propos, sur ce plateau, nous avons eu l'occasion de... Enfin, justement, je dirais ça au cours de l'émission. J'ai une petite surprise pour l'émission. Je ne sais pas, je pense quand même qu'on sera peut-être en ligne avec Nayan Kabel, en tout cas, qui ont dit bonsoir. Et je voudrais dire, prendre rétablissement à quelqu'un qui nous est cher au niveau de cette chaîne de télé. Donc, prendre rétablissement déjà à Hyacinthe. Voilà, Hyacinthe, Ah oui. à qui on dit bonne pensée, prompt rétablissement. Et puis, je vais le dire de façon codée pour qu'ils comprennent, à Fabio Capello. Voilà. Personne n'a compris, c'est bien. Ah, Codé. Codé, Ouais, oui, enfin. sûr, bien sûr. Voilà. Il est un peu fatigué, donc du coup, on lui dit meilleure santé, boss. elle n'a qu'à se remettre d'aplomb, hein. Ah, Et si ça va pas, c'est pas C'est bon. pas hein. bon. Surtout à la fin du mois. En fait, en réalité, ce qui vous pose problème, c'est la période dans laquelle il... Attends, 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 attends. En fait, c'est pas la bonne période, franchement. Le 3 novembre comme ça. Oh, vous êtes mesquins, les amis. Voici l'image du jour pour progresser. Elle arrivera, je vous promets, l'image du jour. Dans l'affaire des 46 soldats, donc cette image, voilà, je voulais qu'on ait l'image. Pour nous, c'est une image forte, hein, un tout petit peu qui représente le nombre de soldats, en tout cas qui illustre un tout petit peu nos soldats ivoiriens en ce moment en détention, les 46, hein, parce qu'ils étaient 49, mais ils sont 46, soldats donc en détention au Mali. Et à ce propos, mon cher Daouda, on a entendu qu'il y avait un courrier, un accord Ouais. qui aurait pu être... Il y a eu un projet d'accord, Ouais. effectivement, qui avait été envoyé de Bamako à Abidjan, et Abidjan a refusé ce projet d'accord. En gros, Bamako demande en fait à la Côte d'Ivoire de dire qu'ils reconnaissent qu'ils devaient renverser le pouvoir malien. En plus de ça, ils veulent que Abidjan en fait limoge Moustapha Ben Barka, qui est le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement. Et puis, tous ces trucs, parce qu'ils estiment aussi qu'en fait, la Côte d'Ivoire, puisque la présidence est gérée par la Côte d'Ivoire via le président Alassane Ouattara, ils estiment que le président Alassane Ouattara est en train d'user de son pouvoir pour garder ce ressortissant malien à la tête de la Banque ouest-africaine de développement. Donc, toutes les revendications que le Mali a demandées, en fait, la Côte d'Ivoire l'a rejeté purement et simplement. Parce qu'elle estime que ce n'est pas un accord qui est juste et qui est bon pour la Côte d'Ivoire. En gros, voici Si on a l'affaire. l'habitude d'entendre cela est juste et bon, et là on entendra cela n'est pas juste et bon. Vous voyez, Voilà. bon, enfin, bref. Vous avez compris pour ceux qui sont habitués à entendre cette phrase. Mais en tout cas, la porte des négociations, dit-on, n'est pas fermée, mais cette information, nous la recevons d'un média. Oui, C'est important qu'on le cite. de nos comment on appelle confrères. ça Voilà. L'ancienne lettre du continent, je ne sais pas comment ça s'appelle Africa maintenant. Intelligence. Africa Intelligence. Très, très Voilà. bien. Voilà. Bon, en tout cas, on a... oui, Élisée, vous voulez compléter? Ouais, moi, je me posais la question de savoir si le thème projet d'accord était le thème indiqué, dans la mesure où, quand tu lis l'article de notre confrère Africa Intelligence, il dit plutôt que c'est les autorités maliennes qui avaient formulé, ou du moins qui avaient écrit ce projet-là, et qui l'avaient soumis. Donc, ce n'est pas un projet qui a été écrit d'accord parti. Donc, quand on me dit un projet d'accord, je me dis que le thème, pour moi, n'est pas vraiment le thème approprié. Parce que, effectivement, comme Daouda le rappelait, dans l'accord, il était prévu que les autorités ivoiriennes prennent l'engagement, voilà, comme eux-mêmes ils l'ont dit si bien, prennent l'engagement d'un pacte de non-agression.
Donc les autorités ivoiriennes ont estimé qu'en signant un tel pacte, c'était comme s'ils reconnaissaient implicitement, effectivement, une volonté de nuire aux voisins, ce qui n'est pas le cas. Donc ils ont estimé que ce n'était pas vraiment indiqué. Et comme il a aussi rappelé, il fallait aussi qu'on puisse débarquer le vice-président en fait, de la BOAD, qui est un ressortissant malien. Et comme la BOAD, c'est la banque qui est gérée par l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine aussi, dont la présidence... assurée par le président Voilà, dont la Ouattara. présidence est assurée par le président Ouattara, dont ils ont estimé que c'est le président Ouattara qui faisait les mains et coudes pour ne pas effectivement que ce dernier-là soit remplacé parce qu'effectivement, il ne répond pas à leurs attentes. Ils veulent plutôt mettre quelqu'un qui vient de chez eux parce que ce n'est pas eux qui l'ont nommé là, qui l'ont proposé. Donc voici un peu ça. Comme je le dis, pour moi, le thème projet d'accord n'est vraiment pas indiqué, quoi. Voilà, n'est vraiment pas indiqué. D'accord, ok. Vous retrouverez d'ici la fin de l'émission le terme qui va avec ce courrier-là. Mais il a quand même raison, parce que c'est un... Oh, mais non, on est tous d'accord, il avait raison. Hein. Oui. Mais c'est surtout sur l'expression, il a fait des mains et des coudes, il faut le faire quand même. Des messes. Il nous a sorti l'expression. Bon, en tout cas, nos pensées vont à l'endroit encore de nos 46, comme on les surnomme désormais, nos 46 soldats qui sont encore détenus au Mali. Une bonne pensée pour eux et puis soutien à leur famille. Ça doit être difficile quand même d'avoir son père, d'avoir son frère, membre de sa famille, comme ça retenu, détenu dans un pays étranger, sans nouvelles véritablement, et qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette détention-là. Ça doit être difficile, et en tout cas pour ces familles-là, on a envie de dire courage. On espère que très rapidement, cette situation trouvera donc une solution. Les amis, voilà une bonne nouvelle pour la suite. Celle-là concernant donc, j'en parle avec Kevin Aubin, eh bien c'est notre ami Elon Musk qui annonce désormais quelque chose de plus rentable, de plus juteux. Exactement. Enfin, Twitter décide de faire la part belle aux créateurs de contenu. Bientôt, certaines vidéos publiées sur Twitter seront payantes. C'est une décision prise par le nouveau capitaine de la twittosphère, Elon Musk, ou l'homme le plus riche du monde, et qui est également le PDG de Twitter parce qu'il a racheté la plateforme récemment. L'auteur d'une vidéo, c'est-à-dire vous, Brice, si vous décidez de créer un compte Twitter et de publier une vidéo sur votre compte, la vidéo peut être payante. Voilà, vous pouvez prendre la décision de la rendre payante. Évidemment que Twitter aura un pourcentage sur l'argent récolté par le créateur de contenu. Et sachant que 13% des vidéos publiées sur Twitter sont des vidéos à caractère pornographique. Donc, oui. 13% des vidéos sur Donc, Twitter. ils se disent autant les rendre payantes. Quoi. Il n'y a pas de censure? Non, il sur n'y a pas de Twitter, il n'y a censure, pas trop de... Il n'y a pas assez de Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. C'est pas comme si Il n'y a pas de Facebook... contrôle, ouais. Où il y a eu une restriction sur mon compte parce que j'ai écrit le mot mordre. Vous avez dit à un de vos amis que vous allez le mordre. Je vais le mordre. Mais c'est juste, ici ça se dit, c'est juste pour rigoler. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention désormais à ce qu'on écrit, à ce qu'on dit sur sur lexical, son champ lexical. sur les réseaux Non, mais sociaux. en plus, je pense que c'est pas pour vous, c'était juste pas parce que c'était violent, c'était juste parce qu'ils ont estimé qu'il y a un lion qui a un compte. Non, mais c'est en arrivé. privé ou Non, c'était dans commentaire. en commentaire, on discutait, on échangeait. Et j'ai juste dit, toi, je vais te mordre. La première fois il y a eu cette restriction, c'est parce que j'ai Ça, c'est écrit l'algorithme, lapidé. je pense, qui... Mais toi, Bon, après, votre champ lexical, il est assez violent quand même. Je crois qu'ils vont juste se repérer. Quel genre de conversation vous avez avec vos amis? Si vous ne les mordez pas, vous les lapidez. En tout cas, moi je suis d'accord avec cette décision, surtout que c'est au bon vouloir de tout un chacun. Ce n'est pas obligatoire si justement vous êtes un créateur de contenu et que vous n'avez pas envie de faire un pactole financier via Twitter. Vous n'en êtes pas contraint. Et si vous êtes un internaute qui n'a pas envie de dépenser son argent pour regarder une vidéo publiée sur Twitter, vous n'en êtes pas contraint également. Juste que, bon, voilà, vous n'allez pas avoir accès à la vidéo. Mais moi, il y a une question que je veux te poser en fait. Parce que je vois partout les badges bleus. Moi, j'ai un compte certifié sur Twitter. Excusez-nous, hein. Oui, c'est pas de ma faute, t'es pas le seul grand influenceur. Moi, je sais pas certifié. Donc, j'ai On a le temps de ça? Oui, j'ai un compte certifié. Donc, ce que je voulais savoir, avec cette histoire de monétisation et autres, est-ce que je perds mon badge bleu? Non, tu gardes ta certification. Apparemment, le fait que tu sois certifié Oui. sera quelque chose qui te... Oui. Hein? Oui. Ça te prend au trip. Oui, ça me prend au trip. Oui, tu garderas ta certification. Enfin, les autres, tout le monde ne parlera pas de qui est certifié sur le plateau. Mais Brice, moi, j'arrive pas à comprendre juste une petite question. C'est en fait, c'est quoi, moi qui dois regarder la vidéo, à quel moment je sais que je dois payer? Bah, justement, quand tu vas cliquer sur la On va vidéo, te dire on te si Ah, on dira... va te dire de payer avant de Faudra regarder, payer, en on te fait. dira, faudra justement Ils doivent mettre mettre un cadenas en incorporer, principe, ouais. faudra incorporer tes numéros de carte bancaire et justement pouvoir accéder à la vidéo. Elon Musk, on en parle 15 secondes.
Vous disiez tout à l'heure qu'il rachète Twitter et dans la foulée qui vire le conseil d'administration au passage. Voilà. Exactement, et qui demande justement aux employés de Twitter de travailler 80 heures par semaine. Parce que c'est pour lui, cette nouvelle pratique, c'est un moyen de ne plus être totalement indépendant de la publicité, parce que jusqu'à présent, Twitter ne vit que des annonceurs publicitaires. Donc, il se dit, si on n'est plus dépendant de la publicité et que justement, on a un pourcentage sur le chiffre d'affaires des créateurs de contenu, ça pourra nous rendre beaucoup plus indépendants. J'aimerais juste dire quelque chose. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une façon pour Elon Musk de tuer Twitter parce qu'au début, il voulait acheter, après, il ne voulait plus acheter? Non, c'est un moyen. C'est un moyen. De tuer justement, c'est un moyen de renflouer les caisses, tout simplement. Bon, c'est tout. Franchement. Je te dis que Twitter a un pourcentage sur mais quand on regarde aujourd'hui le débat qui se mène, il y a beaucoup d'influenceurs sur Twitter aujourd'hui qui refusent de rentrer dans son jeu, en fait. Qui estiment que écoute, il a acheté sa chose, il en fait ce qu'il veut. Exactement. Voilà. Élisée Bologo, avec vous, dans la vie de la nation, nous abordons un point. Ouais, nous allons aborder un sujet. Si je disais PS-Gouv, quelqu'un peut me dire ce que c'est? Programme social du gouvernement. Okay, ah, et c'est Bravo. Juste que, contrairement à Brice, moi, je n'ai pas de cadeau. J'ai juste à vous féliciter, à vous acclamer. Ça veut vous suivre. Moi, je trouve que le programme social du gouvernement, si tu ne connais pas, c'est que tu ne t'informes pas. Ouais, c'est que tu ne vis même pas à Abidjan. Tu ne veux pas à Côte d'Ivoire. Excusez-nous, hein. Non, mais parce que c'est un programme qui est. Sinon, on est sur le plateau, on est ensemble sur le plateau. Oui, mais tu ne connais pas, mais nous, on connaît. D'accord. Ok, donc voilà, la thématique de ce soir, c'est le PS-Gouv. Voilà. Le PS-Gouv qui est le programme Parce qu'on social. suppose quand même que tout le monde n'a pas toutes les informations. Voilà, le PS-Gouv qui est tout le le monde programme. connaît, mais n'a pas toutes les informations. C'est ça. Merci, Brice. Je t'en prie. C'est Dieu qui va te bénir. Amen. Voilà, le PS-Gouv qui est le programme social du gouvernement. Il faut juste retenir que ce programme-là, il a été mis en place par le gouvernement en réponse, en fait, aux critiques qui, depuis un certain temps, fusaient. Disons, depuis 2012, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, où on disait qu'il y a une croissance effectivement économique, mais que la population ne ressentait pas. Donc, ils ont voulu vraiment rendre plus crédible, disons, cette croissance-là en permettant aux populations, notamment les plus vulnérables, de pouvoir bénéficier vraiment des retombées financières, de l'embellie économique vraiment que vit la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'a été lancé le programme social du gouvernement. La première phase a eu lieu de 2019 à 2020. Et cette première phase-là a permis quand même de pouvoir électrifier plusieurs localités, notamment 1850 localités qui ont été électrifiées dans le cadre de cette première phase-là, pour un budget estimatif de tout le programme qui prend en compte l'aspect éducatif, l'aspect sanitaire, qui prend un ensemble en tout cas de paramètres qui sont indispensables pour les populations vulnérables. On avait donc un budget d'environ 3,4 milliards de francs CFA sur ce PS-Gouv qui s'est étendu sur 2019 et 2020. Et donc à partir de 2022, on a lancé la deuxième phase du PS-Gouv 2 qui a été lancée le 22 janvier 2022 à Toubou, dans la région du Bunkani. Une zone, pour ceux qui se rappellent certainement, a été l'objet d'attaques terroristes. Donc le Premier ministre est rendu pour lancer le programme social du gouvernement parce que l'une aussi des réponses à la menace terroriste, c'était d'apporter, l'emploi, d'apporter une réponse à la pauvreté qui sévit dans ces zones-là. Parce que c'est l'un des facteurs qui permet la propagation du terrorisme. Les terroristes s'appuient effectivement sur la vulnérabilité de ces populations-là pour leur faire des propositions alléchantes. Quand j'étais dans la zone et quand j'ai discuté avec certaines personnes qui disaient qu'ils ont été approchés, des jeunes gens à qui on proposait soit une moto ou soit 500 000 francs pour pouvoir intégrer les groupements terroristes. Et donc le gouvernement, certainement ayant été saisi de l'information, a décidé d'aller à la contre-offensive à cette menace terroriste-là en apportant effectivement les éléments du PS-Gouv dans la zone, notamment les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, permettent à les jeunes de quand même pouvoir être embauchés et permettent de faire soit les routes, curer les caniveaux, un ensemble de projets, permettent aussi aux femmes d'être autonomes. Comme on le dit, l'autonomisation de la femme leur permet d'avoir des activités génératrices de revenus. Et ce programme-là a été lancé le 22 janvier par le Premier ministre. Il va s'étendre, le PS-Gouv 2, sur 2022 jusqu'à 2024, c'est-à-dire 3 ans, et il va engranger près de 3200 milliards de francs CFA. Comme on l'a dit, c'est un programme qui a pour but d'apporter un appui, d'apporter un soutien, d'apporter le développement, d'apporter le soutien à la population vulnérable, les populations les plus vulnérables. Donc, il prend en compte, comme je l'ai dit, les infrastructures sociales de base et puis, bien évidemment, les activités régénératrices de revenus. Ça s'inscrit aussi dans le cadre du PND, du Plan national de développement. Et c'est l'un des axes majeurs, comme le président le disait lors de son discours à la nation à la veille du Nouvel An.
l'un des axes forts de la Côte d'Ivoire solidaire, le programme du gouvernement Côte d'Ivoire solidaire. Voilà. Bravo, je pense que depuis 2011, ce gouvernement s'est particulièrement caractérisé par un certain nombre d'actions sociales. Je pense que le défi principal, c'est la lutte contre la pauvreté. Et il est important, effectivement, que ce type d'initiative soit mise en valeur, en évidence. Mais au-delà de ce qui peut aussi parfois apparaître comme une opération de communication, il faut qu'effectivement les résultats soient palpables sur le terrain. Parce que très souvent, ici, on a eu le débat autour de l'indice de pauvreté, la lutte contre la pauvreté, etc. Et je pense que les débats ont été parfois chauds parce que tout cela semble quand même aussi quelquefois une vue de l'esprit. Un chiffre, on dit 43%, 45%, il y a eu une baisse, etc. Mais quand on quitte Abidjan, il y a du goudron, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de pauvreté à l'intérieur du pays. Parce qu'on a un problème essentiel dans notre pays, c'est que l'économie ou les pôles économiques ne sont pas décentralisés tout autour d'Abidjan. Or, pour que la vie des populations s'améliore, il faut qu'il y ait des activités économiques, etc. Donc, le principal défi, création d'emplois, création de richesses, qui passe forcément par l'industrialisation. Et je pense que c'est un point important en tout cas. Ce qu'Alain dit est tellement important, effectivement. Je pense que ça a été en tout cas l'une des complaintes de la plupart des populations qui ne voyaient vraiment pas les choses venir. Si bien qu'aujourd'hui le gouvernement ait entendu cela, a décidé de prendre le taureau par les cornes et communiquer, informer sur le PS-Gouv. Par exemple, les 3 premiers trimestres de 2022, comme je l'ai dit, ça a été lancé le 22 janvier 2022. Mais pour les 3 premiers trimestres qui prenaient fin effectivement à la fin septembre, ils ont fait un bilan. Ils ont fait un bilan et le bilan, par exemple, révèle que pour ce qui est de l'intégration, par exemple, à la fonction publique, il y a eu 10 300 enseignants contractuels qui ont été recrutés. Il y a eu la réception de 31 collèges de proximité, l'électrification, par exemple, de 417 localités, dont 48 dans la zone de fragilité du Nord, donc la zone à la menace terroriste, la réhabilitation, par exemple, de 1609 pompes à motricité humaine et la maintenance de 13 000 autres. Donc, il y a un ensemble de... Bon, ils ont dit aussi 33 747 femmes enceintes ont bénéficié de kits d'accouchement, 1200 autres ont reçu des kits de césarienne. Donc, il y a vraiment... Ils ont compris, en fait. Il ne s'agit pas juste de dire qu'on fait des programmes ou bien des projets, mais il faut que les populations bénéficiaires sachent effectivement que ces projets-là leur sont adressés. Et si vous ne communiquez pas dessus, si vous ne donnez pas d'informations, et si on ne voit pas, on ne peut pas vraiment savoir que quelque chose est fait. Juste pour compléter le propos d'Élysée, l'État, on va dire, l'État central fait. Maintenant, il faut que les entités décentralisées aussi se mettent au travail. Exactement. Parce que fasse le prolongement en fait, de cette action centrale-là. Voilà, qu'on aille au-delà quand même des nominations, fonction de prestige, tout et tout. Mais on a quand même 14 districts, on a 31 régions. Chacune des régions doit être un pôle industriel. Et pour cela, ces responsables-là doivent devenir de vrais ambassadeurs, aller chercher des investisseurs, des partenaires, etc., pour pouvoir créer de l'emploi, de la richesse dans leur région. Vous avez une question, Kevin? Oui, le PS-Gouv, le programme social du gouvernement. C'est ça. Comment le gouvernement sélectionne justement les Ivoiriens qui peuvent y souscrire, en tout cas y bénéficier? Comment la sélection Bon, déjà, il faut retenir que le programme social du gouvernement, ce n'est pas comme si on sélectionnait quelqu'un et on lui disait non, toi, tu es pauvre. Non, ce n'est pas ça. Il y a des programmes prévus. C'est un vaste programme. Mais dans le programme, il y a des sous-programmes, en fait. Je te prends, par exemple, le programme des filets sociaux. Les filets sociaux productifs, qui sont un programme qui permet, par exemple, à un ménage, des ménages très vulnérables, d'avoir 36 000 francs chaque trimestre. Mais la sélection de ces personnes-là, par exemple, se fait par les communautés. Ça veut dire que le gouvernement dit on doit pouvoir aider des jeunes. Maintenant, vous, dans la communauté, vous dites parmi nous, là, les plus pauvres, quand nous on regarde, voici tel, voici tel, voici tel. Donc, cette sélection est faite même par les communautés. Pour que, effectivement, cette aide-là parte à la cible, en fait. Ce n'est pas que ce soit détourné. Non, peut-être parce que dans l'entourage, vous avez parlé tout à l'heure de 46 femmes enceintes qui ont bénéficié. 47 000. 47 000. Donc, il a peut-être des amis. Oui, exactement. J'ai senti le truc. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Justement, ça permet justement de préciser un point. Juste, pardon. Le point essentiel, c'est aussi que ces populations sortent un peu d'une forme d'assistanat. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut créer de l'emploi. C'est ça. Voilà. Hein, c'est important que tout le monde mette la main à la pâte pour pouvoir créer ces pôles-là qui permettent de développer vraiment notre Là, il y a pays. Brice qui veut créer un autre pôle, là. Asseyez-vous, monsieur Brice. Non, je venais juste à côté de vous. Pourquoi on regarde ensemble votre caméra pour dire on marque une courte pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, comme tous les soirs à partir de 18h30. Merci d'être en notre compagnie. Il y a Alain Toussaint, Isabelle Vovor, Kevin Aubin. Voilà. Il y a Élisée Boloubeu. Voilà. Sa Majesté Daouda, en dimanche.
depuis je fais toujours Voilà, votre Élysée Bologo. mon Élysée Bologo. C'est jamais fait attention quand même, parce que j'ai vu des fois quelqu'un ouvrait les vestes comme ça et 2 cafards sont sortis. Non, mais ces costumes-là, ils viennent franchement. Voilà. Voilà, Ils viennent de viennent d'où? loin. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Tu te rappelles le Ça va, ça On a va. qu'à le les styliste Non, c'est bon, on qui va fait les poursuivre. costumes à la main là? Ben, je l'ai contacté. Très bien, il n'a C'est- pas répondu. Voilà. Il a contacté. C'est un costard à 1600 euros. Merci. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Isabelle, justement, à propos du sujet d'Élysée, vous avez un petit point que vous souhaitez préciser? Oui, alors en fait, Élisée, tout à l'heure, il a parlé des filets sociaux, donc notamment pour bénéficier des allocations étatiques. Universelles. Bien entendu, la sélection se fait parmi les populations, entre populations elles-mêmes, mais pour la sélection des mises en emploi, comme il l'a dit tout à l'heure, les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, à ce moment-là, on se réfère à l'agence emploi jeune, qui est l'équivalent plus ou moins du pôle emploi en France. Très bien. Voilà. Ok. Donc, Rihanna, vous avez quelques messages de nos internautes parce qu'ils sont très nombreux et assez actifs sur nos pages des réseaux sociaux. Oui, en sommes très nombreux à féliciter Daouda. J'ai même lu que Daouda ce soir est dans son BIM. Ensuite, ensuite, énormément de remerciements à l'endroit d'Élysée donc pour sa chronique. Et je crois que Élysée a dit quelque chose qui a plu à tout le monde. C'est concernant les enseignants contractuels. On disait merci pour cette information qui est très juste. 10 300 Bravo, Élysée. Bravo. enseignants contractuels qui ont été recrutés. Bravo, Élysée. Quel journaliste de talent. Oh, non. Merci. Isabelle, là, il est modeste. ouais, il est modeste, d'une certaine humilité. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être très nombreux sur nos pages des réseaux sociaux et surtout merci pour vos différentes réactions. Il y en a qui sont nombreux qui ne réagissent pas. Voilà. Mais il y a certains quand même Maintenant, on qui réagissent. dit à pas, tous ceux qui sont sur le plateau là, à part Monsieur Alain Toussaint, je ne vois pas qui n'est pas acheté. Qui n'a pas quoi? Qui n'a pas qui n'est acheté, pas on est tous acheté. vendus, quoi. On est tous défendus. Ah bon, mais ça allait tous. À part lui. Je pense que je dois mettre la Au moins, il y a un qui n'est pas acheté. C'est déjà ça. il va nous contaminer, il va nous racheter. Très bientôt, on achètera Alain. Et il sera avec nous aussi. On aura le nouvel Elon Musk pour racheter Alain. Bon, j'ai justement passé nous voir, comme tous les jeudis, le président Lascobil, qui sera avec nous tout à l'heure. Pour l'instant, on parlait tout à l'heure de fonctionnaires. On va parler de fonctionnaires interministériels sans numéro de matricule depuis 2019. Daouda, présentez-nous un tout petit peu la situation de ces fonctionnaires qui se retrouvent comme ça, dans une forme de ballottage. Exactement. Non, en fait, Défavorable. ce qui se passe, c'est que généralement, avant qu'on ait lancé ces concours, je pense que la dernière fois, on parlait des 10 000 places qui restaient sur les 100 000. Ce qui se passe, c'est qu'en début d'année, le ministère de la fonction publique fait une réunion avec tous les ministères et toute l'administration publique, en fait, pour savoir quels sont leurs besoins en matière de personnel. Chacun donne son besoin. J'ai besoin de telle personne, telle personne, telle personne. Donc, du coup, on lance les concours. Quand les concours sont organisés, après, ces fonctionnaires sont mis à la disposition des différents ministères et administrations, en fait. Maintenant, dans la demande, il se trouve qu'il y a des ministères qui peuvent demander des personnels techniques qui sont, eux, déjà embauchés. Ce qu'on appelle les personnels interministériels, c'est généralement, par exemple, un médecin, un infirmier ou peut-être un policier. On s'est dit, bon, dans mon ministère, j'ai besoin d'un infirmier parce que j'ai une infirmerie ici. Donc, ces personnes-là vont venir dans le ministère. Quand ils arrivent maintenant, il faut maintenant qu'on appelle ça, les déployer, les affecter. Ces personnes sont venues et ils n'ont pas été pris en compte par le SIGFAE, qu'on appelle le système de gestion intégré de la fonction publique, parce que c'est les DRH qui doivent valider cela. Donc, le problème se trouve au niveau du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui n'a pas encore validé l'affectation et la prise de service de ces personnels-là qui sont dénombrés autour de 60. Voilà, de 60 personnes. Et depuis 2019, mais c'est quand même long. Depuis 2019, voilà. Donc, en gros, après eux, il y a des gens qui sont venus, qui ont été affectés. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Vraiment. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier En fait, qu'après ça. 3 ans d'admission à leur concours, ils soient jusque-là pas déployés, pas affectés, sans matricule? À ce ministère Qu'est-ce qui peut justifier spécifique. À ce ministère spécifique. ça? Voilà, ce ministère, qu'est-ce qui peut justifier ça? Bon, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, en fait. Généralement, peut-être que les personnes peuvent venir et puis c'est pas ce qu'ils attendaient vraiment. Et quand on regarde l'administration publique, les personnes dont on parle, c'était sous la mandature de Maître Camara, qui est aujourd'hui ministre de
de l'emploi et des affaires sociales. La protection Donc, la protection sociale. Après, Sangafoua, lui, le ministre Sangafoua vient d'arriver aussi. Le temps de prendre les dossiers en compte, je pense peut-être que c'est l'une des raisons. Bon, en tout cas, Daouda, évidemment, il donne son avis. C'est ça. Enfin, on va pas se mentir. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, c'est un ministère assez juteux en termes de primes. En tout cas, c'est ce que l'inconscient collectif a comme perception de ce ministère-là, et moi en premier. Donc, l'administration ivoirienne, souvent, je ne dis pas tout le temps, souvent, il y a certaines combines, certaines magouilles, certaines personnes usent de leurs connaissances, de leur réseau pour être affectées à des ministères. Ou bien il y a certaines personnes qui veulent volontairement qu'on les affecte là-bas. Oui, c'est ça, parce qu'ils se disent que ce ministère-là, justement, je vais être mieux loti financièrement, alors que de base, ils n'y étaient pas affectés, ce qui tend à laisser sur le carreau des agents qui étaient vraiment affectés. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer. Ce n'est pas un secret de polichinelle, on le sait tous. Et je pense qu'il maîtrise un peu Élisée Bouloubeu, quasiment un peu dans le même axe. Je me souviens également d'un courrier du ministre des Transports à l'endroit de Madame la ministre de la fonction publique qui disait qu'il y avait une forme de... Il récusait un peu certains fonctionnaires qu'on envoyait au niveau du ministère des Transports, qu'il estimait ne pas être forcément ce dont il avait besoin. Ben ça relève le dysfonctionnement en fait, du système. Parce que ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Et même si c'est vrai que les titulaires des postes ministériels peuvent être remplacés, mais l'administration est une continuité. Donc, on ne peut pas toujours avancer le prétexte du fait que, bon, comme on a changé de ministre, les dossiers sont en train de traîner, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'on ait l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu un dysfonctionnement et qu'on ait le courage de regarder ce dysfonctionnement et le corriger. Parce que c'est la vie de plusieurs citoyens qui sont en jeu. Vous imaginez des gens qui sont censés être fonctionnaires depuis 2019, qui aujourd'hui n'ont rien touché, ne sont même pas sûrs si demain une procédure ou bien une loi est prise ou bien une décision est prise, que celui qui n'a pas eu son arrêté de nomination d'ici les 3 derniers mois ne fait plus partie de la fonction. Vous imaginez, il aurait perdu 3 ans comme ça. Et ça, je pense que c'est des choses avec lesquelles on ne doit pas pouvoir badiner. Surtout qu'aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, selon ce qu'on entend, c'est de permettre vraiment que les jeunes, que la plupart des personnes puissent être insérées dans le tissu socio-professionnel. Donc ça, c'est des voies aussi d'insertion. Déjà, on ne peut pas permettre à les gens d'Élisée dit, en fait, il n'a pas... Élisée Kevin, pardon. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il se trouve que quand on le veut, même si moi, au début, je voulais... Il faut qu'on dise des choses clairement, en fait. Souvent, quand il y a les affectations, ce qui arrive, c'est que souvent, il y a certaines personnes que la fonction publique affecte. Effectivement, mais il arrive que certains ne veulent pas partir. Je pense que Kevin en parlait. Il y a des histoires de ministères où il y a des primes, où ils sont mieux logés, notamment dans les régies financières. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, il y a 1 an ou 2 ans de cela, le ministre Patrick Hachi, le Premier ministre Patrick Hachi avait pris un décret pour interdire l'affectation de nouveaux fonctionnaires. Il avait gelé toute affectation même jusqu'à aujourd'hui, ça est toujours en cours. Budget. Au ministère du budget particulièrement. Les régies, la première question que ça se dit, pourquoi le ministère du budget? Eh bien, certainement parce voilà, c'est ça. Donc, souvent, le temps, quand tu as un ballottage comme ça, que tu as trouvé un créneau pour arriver là-bas, au final, que tu n'es pas rentré, tu es au milieu, c'est un peu compliqué. Je ne dis pas que c'est le cas de ceux qui sont au ministère des Mines et du Pétrole et de l'Énergie. Il y a aussi des situations où ce sont des enseignants qui sont passés par l'ENS, qui ne veulent pas prendre la craie, qui veulent rentrer dans le système administratif normal. Donc finalement, quand ils arrivent, au lieu il a été recruté pour enseigner, mais il n'enseigne pas. Il va dans l'administration. Donc du coup, ça devient Je ne pense pas que des agents ne peuvent pas justement rester sur le carreau pendant 3 ans et se dire que c'est parce que j'ai pas envie de prendre la craie que depuis 3 ans, je reste sur le carreau. Oui, c'est un surtout que ce sont des agents sans matricule qui ont payé des frais de concours comme tous les autres. Donc depuis 3 ans, on te dit que tu as réussi un concours d'entrée à la fonction publique et depuis 3 ans, tu es exempté de salaire, d'effectivité professionnelle et tu penses vraiment qu'il resterait sur le carreau. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi se fait-il en fait que j'ai fait mon concours en 2019 et ceux qui ont fait leur concours en 2020 ont été affectés et pas moi. Non. Mais justement, c'est la question que tu dois poser. Les amis, une chose est sûre, je comprends. Mais tout ce que vous allez dire ici, à la limite, ce sont des suppositions. Oui, exactement. Une chose est sûre, nous, ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui, c'était d'évoquer une situation qu'on trouve, et surtout dénoncer la situation dans laquelle se trouvent ces fonctionnaires, et après, certainement attirer l'attention des uns et des autres et des personnes qui décident pour pouvoir trouver donc une solution à la situation de ces fonctionnaires. Oui, Brice, mais c'est vraiment symptomatique d'un vrai dysfonctionnement du volet administratif de l'État. Je suis désolé. Et d'accord, ces gens-là n'ont pas pu justement être affectés de façon effective au ministère de l'Énergie et du Pétrole. Mais pourquoi
on ne les réaffecte pas ailleurs. Surtout que ce sont des agents interministériels. C'est la question. En fait, pour moi, c'est l'acmé, c'est le summum de l'incompréhension. Je ne comprends pas. Mais voilà, c'est bien. Peut-être que tu pourras non, nous... ça- Non, personne, ni toi ni moi ne comprenons. Ah, toi, tu ne comprends pas. Non, moi, je ne comprends pas. Donc, C'est toi qui ne comprends pas, moi, il ne peut pas comprendre. donc, du coup, on n'a Mais pas c'est surtout que vous n'écoutez pas la personne qui dit oui, on a accompli, vous avez dénoncé, on a dénoncé, on a mis à nu. C'est les personnes qui comprennent. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez fini par on ne comprend pas. Très bien. On invite la ministre. Alors, je vais prendre. On l'a convaincu. Tenez, il y a les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, Attendez, s'il vous oui. plaît, Madame la Hein? ministre. Madame la On a ministre, envie de vous êtes comprendre. invitée. On a envie de Daouda sera très comprendre. Alors, voilà, après les cœurs, il y a l'invitant, Madame la ministre. On a envie de comprendre. Non, mais en fait, il faut voir Élysée, quoi. J'adore. Tiens, il est comme ça, un petit garçon. Ouais, un petit garçon sage. Regardez Élysée, il a envie de comprendre. Alors, Madame la ministre, si votre agenda vous le permet, eh bien, nous serons ravis de vous avoir sur notre plateau. Elle est d'accord, Villemé. Elle est en train de me dire, t'inquiète pas, mon cher Brice, je serai sur le plateau pour expliquer aux Ivoiriens cette situation et bien d'autres qui tournent autour, des questions qui tournent donc autour du ministère de la fonction publique. Vous pouvez baisser vos panneaux, s'il vous plaît, parce que nous allons accueillir. D'accord, chef. Merci beaucoup. Son Excellence Alascobil, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous rejoindre, très cher Alascobil. Voilà, s'il vous plaît, c'est le président, voilà. Oh, il est avec Dominique. Venez donc. La douce colombe Voilà, est parmi nous. Voilà. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir. Chers tous. Bonsoir. Dominique, voilà. Dominique, voilà. Bonsoir. Un grand bonheur pour moi. Bonsoir Alain. Je n'ose même pas m'arrêter à côté. Un grand bonheur, voilà. Dominique aussi accroché comme ça. Bien sûr, voilà. Monsieur le Président, que nous vaut l'honneur de votre présence ce soir sur notre plateau avec votre douce colombe, permettez-moi l'expression. C'est un grand bonheur, Brice, comme tu le sais, un bonheur renouvelé d'être à cette émission chaque soir, chaque jeudi soir. Et j'étais à Assini avec Fantagbe. Et bien évidemment, elle a tenu à venir vous saluer. D'autant plus qu'elle apprécie cette émission, n'est-ce pas, Dominique? N'est-ce pas? Bien sûr, voilà. Très bien. Alors justement, ça veut dire qu'au-delà de toutes les occupations que vous avez, des occupations présidentielles, Bien vous avez sûr. le temps d'être mari exemplaire. Absolument, absolument. Et je crois que Dominique a en ce moment un projet très innovant. Et d'ailleurs, je voudrais vous en féliciter, Brice. Vous êtes inscrit. Et ça devait être une surprise pour les autres. Dominique, je peux. Voilà, je te donne, bien sûr, je te dévance. Elle a décidé, en plus des écoles et des centres de formation pour les femmes, de créer un centre qui devra, bien évidemment, accueillir les hommes battus au foyer. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on m'a dit que Brice s'est déjà inscrit depuis hier, Ouais, voilà, quand même, pour faire partie de ce centre. Je crois qu'on doit l'ovationner. Merci beaucoup. Bravo, Brice. Après, quand j'ai vu le nom, je me suis interrogé, je dis, mais Brice, quand même, avec son gabarit... Monsieur le Président, non, c'est pas le ça vient gabarit, d'une c'est- expérience vécue, c'est son initiative. C'est voilà, lui. elle Voilà. pense aux enfants de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Et donc, je crois qu'elle voudrait bien dire un mot, n'est-ce pas, Dominique? Évidemment. Nous pensons aussi à tous les hommes qui ont été battus avec les femmes. Les femmes Bien doivent sûr, être soumises. bien C'est sûr. pour ça qu'on a pris cette initiative. Bien sûr, bien sûr. Merci, Dominique. Voilà. Elle apprécie vraiment cette émission. Très Voilà. bien. Merci beaucoup. Merci. Ah, mais Brice, tu m'avais dit que tu avais une surprise pour Pantagbe. Oui, je pense Le que... son en question, son son préféré? Ah, il a raison. Bien c'est sûr, vrai, bien c'est vrai, sûr, c'est bien vrai. sûr. Voilà. Bon, en tout cas... Sa chanson préférée. sa chanson préférée. Voilà. Vous pouvez la fredonner Ah ben, bien sûr. c'est Magic right. System. C'est un son de Magic System. Voilà. Voilà. Bravo. On vous voit très heureux. On vous voit Bien très heureux sûr, sur cette voilà. chanson. Allez, elle m'a fait un bon cabato, donc nous retournons pour le dîner. Ça a été un grand bonheur d'être avec Merci vous. beaucoup. Kevin, bien sûr, et tous les autres. Vous êtes invités au palais après l'émission. On sera là, Allez, on sera là. Dominique, voilà, merci. Merci beaucoup. À bientôt. On va avoir une autre À jeudi, au lieu du merci. cabato. Merci, Dominique. Voilà. Faut accompagner. Voilà, sur le feeling in the air. La main en l'air. Bon, franchement, voilà, ça fait toujours beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir comme ça, bien sûr. Bien sûr. C'est devenu une tradition. C'est devenu une tradition. Je me disais, le passage présidentiel devant la caméra, il serait tout en train de parler du non, il faut que je respecte
cette tradition. Avec beaucoup de plaisir, nous recevons dans un très court instant Madame Malika Mourad Condé, je rappelle, elle est directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Et quand je dis ça avec beaucoup de plaisir, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous nous regardez partout en Côte d'Ivoire, hors de Côte d'Ivoire, et vos réactions sur nos pages des réseaux sociaux le témoignent fort bien. Merci beaucoup pour tant d'amour, peu importe ce que vous écrivez. Nous, on estime que si vous prenez votre passe pour nous regarder, si vous nous écrivez, même si vous parlez des cheveux, je cherchais quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux. J'en ai pas trouvé, mais bon, il y a Kevin Aubin. Ça veut dire que vous nous aimez. Avec beaucoup de plaisir, nous recevons, donc je le disais, Madame Malika Mourad Condé, directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Merci d'être à nouveau sur notre plateau. C'est la première fois sur notre grand plateau. Oui. Très, très bien, en tout cas, pour dire que... Félicitations. Merci madame. Et je ne sais pas si votre passage est accompagné de bénédictions, mais il pleut. C'est la grâce divine. Et comment se porte Côte d'Ivoire Tourisme? Très très bien, on construit petit à petit l'office. Très bien. Parce qu'il est en construction aussi en réinvention. C'est le cas de le dire. Isabelle? Quelles sont vos missions principalement? Faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. D'accord. Nous estimons que pour faire la promotion d'une destination, il faut déjà la connaître. Il faut la maîtriser et nous sommes dans un processus participatif puisque nous avons organisé l'année dernière un forum qui a rassemblé près de 600 personnes à Yamoussoukro pour parler de la réinvention du tourisme, mais avec une nouvelle méthode, une méthode inclusive. Parce que n'oubliez pas que moi je préfère dire le Covid, si ça ne dérange pas. COVID. Le Covid est passé par là et tout l'écosystème a été disrupté et il nous a fallu repenser, réinventer les choses et demander à tout un chacun de s'impliquer pour faire en sorte que la construction soit inclusive et qu'au finish, quelqu'un ne dira pas qu'il n'a pas été associé à la construction de la destination. Et finalement, quelle est l'innovation qui en ressort? L'innovation, c'est qu'il y a un plan stratégique qui a été mis en place au niveau de l'Office. Et l'innovation, c'est aussi la réinvention de notre propre institution. Parce qu'il y avait une méthode à l'époque et nous essayons de revoir la méthode, qu'elle soit plus inclusive et que le client de l'Office du tourisme ne soit plus que le touriste, mais aussi les sociopros, les collectivités et aussi les autres institutionnels de l'État de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on aura l'occasion de présenter ça à nos téléspectateurs, d'expliquer d'ailleurs. À cet effet, il y a un petit moment pour cette émission. Élisée Bouloubeu. Voilà, je voudrais demander à Madame le directeur, quand elle a pris fonction, on a vu qu'elle avait mis l'accent en fait sur le tourisme intérieur, c'est-à-dire sur le tourisme ivoirien. C'est ce qu'on voyait en tout cas dans les messages et on voyait en tout cas dans les spots. Est-ce qu'aujourd'hui cette vision est toujours d'actualité? Et quel bilan vous faites après quand même, disons, une année où ce projet a été lancé? Comment les Ivoiriens ont réagi à ce concept? Plus que jamais, c'est important, c'est au goût du jour. N'oubliez pas qu'on a eu presque une année de Covid. C'est ça. Les aéroports fermés. Il fallait relancer la machine. Et moi, j'ai toujours cru au tourisme intérieur, le tourisme domestique. Et aujourd'hui, moi, j'utilise le terme de tourisme ivoirien, qui n'est pas adossé au passeport, mais qui est plutôt adossé aux personnes qui résident sur le territoire ivoirien. Et en étoffant ce tourisme ivoirien, cela nous permettra d'améliorer la qualité, parce que c'est un souci. Et si on veut réinventer la destination, il faut que la qualité de l'offre touristique soit au rendez-vous. Les Ivoiriens ont très bien réagi, les résidents ont très bien réagi, les sociopros ont, pour ce que j'ai eu comme retour, apprécié, puisqu'ils étaient, toutes les fêtières pratiquement étaient au forum à Yamoussoukro pour participer à cette réinvention de la destination. Nous ne pouvons pas travailler seuls. La réinvention de notre institution, c'est que l'Office doit se remettre au cœur de l'écosystème. C'est-à-dire nous devons être le centre et tout autour faire en sorte que toutes les parties travaillent avec nous pour qu'on puisse avoir une destination vendable. Non seulement en interne et après, dans un second temps, aller à l'étranger. Alors, justement, après la mise sur pied de tout ce programme, quelles sont les destinations les plus prisées en Côte d'Ivoire par les Ivoiriens et quels sont les critères qui en font des destinations aussi prisées? Par contre, je reviens, on n'a pas fini. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Vous savez, nous sommes dans un processus et nous sommes encore dans la consultation. On a un forum bientôt, nous rencontrons le corps académique dans 2 semaines. Nous travaillons à peaufiner, à affiner la stratégie parce que ça se construit et comme je dis, il faut que ce soit inclusif. Et donc, nous sommes encore en train de franchir les étapes. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'une destination est plus prisée qu'une autre parce que les statistiques ne viendront qu'à partir de 2023. Pour 2022.
Pour 2021, quand on parle du tourisme domestique, nous avons à peu près 2 millions de passages. Mais c'est plus routier. Le transport aérien peine encore à se mettre sur pied, mais quand on s'appuie sur le transport aérien, vous avez la destination San Pedro qui est plus prisée que par exemple les autres. Est-ce que je peux confirmer que pour Yamoussoukro, quand même, c'est un peu plus routier parce que je suis parti 3 fois dans la même année. Je dis que j'ai beaucoup aimé. Alain, vous avez dit... Alors, madame, moi, je voulais juste vous demander qu'est-ce qu'il y a à visiter lorsque on veut, donc, comme on dit, répondre à ce que vous appelez l'appel du tourisme intérieur. Moi, je vais très souvent à l'intérieur du pays, on en a parlé déjà, et j'avoue que je cherche. Je ne sais pas s'il y a un répertoire, si on a inventorié les sites, les lieux à visiter ou même des événements. Et même les conditions d'accueil voilà. aussi. Et puis les conditions d'accueil, bien sûr. Il y a un répertoire, ça existe depuis bien longtemps, mais vous savez, je vous dis, le Covid est passé par là, et il nous faut nous assurer que chaque destination est accessible. En début d'année 2022, nous avons parcouru à peu près 4 grandes régions. Les conditions d'accès sont quelquefois difficiles pour certains sites. Et la méthodologie pour pouvoir faire en sorte que ces sites soient accessibles et donc que les populations puissent tirer profit de cette économie touristique, c'est de faire en sorte que nous travaillions avec les collectivités décentralisées et qu'elles comprennent qu'il faut qu'elles accompagnent le secteur pour l'accessibilité des sites. Il faut aussi que les populations résidentes nous accompagnent et que nous formions ces populations et qu'elles comprennent ce que c'est que le tourisme, pourquoi nous allons organiser des circuits dans leur région, dans leur village, et quelles seront les retombées. Parce qu'in fine, les gens ne comprennent pas tout ça, c'est pourquoi. Donc il y a beaucoup de pédagogie derrière. Mais vous n'avez pas de relais sur place. Je veux dire, il n'y a pas des offices de tourisme décentralisés. Vous avez une direction générale, mais est-ce que les districts ne pourraient pas constituer eux aussi des pôles pour la promotion du tourisme? Si, effectivement. M. Brice, il nous prend un peu de... Il y a un axe sur lequel nous travaillons, comment mettre en place des contrats de destination avec les collectivités. Et je vous prends au mot, parce que tout à l'heure, je vous écoutais, il faut mettre les collectivités à contribution. Très bien. Alors, madame, justement, avec votre permission, on va un peu visiter le studio et on va se rendre là, vers notre écran, d'autant plus qu'il y a une stratégie donc, que vous mettez en place. Et comment l'expliquer, avec votre permission? Merci. On va la voir à l'écran. Et c'est... Je vois... Pour répondre à la question de monsieur, c'est sur l'axe de être plus proche des collectivités, des institutionnels. Très bien. On ne peut pas parler de développement touristique si on n'a pas les collectivités qui nous accompagnent. Sans les collectivités, on ne réussira pas. Donc, la destination Côte d'Ivoire, pour en faire la promotion, il faut pouvoir faire la promotion des destinations. Donc, chaque région avec sa thématique, chaque région avec sa spécificité. Et c'est ce que nous allons mettre en avant, évidemment, en collaboration avec les collectivités et les populations. Nous n'allons pas choisir juste les thématiques qui concernent les régions. Il faut que ça soit inclusif pour qu'à la fin de la journée, on se retrouve tous en train de parler de la même voix et de vendre un même produit. Alors, justement, l'ACCET parle, par exemple, du capital humain. Ce sont les ressources humaines, c'est le vocabulaire aujourd'hui pour parler des... Parce qu'on n'est plus au stade des ressources humaines. On estime qu'aujourd'hui, la force du tourisme, c'est l'homme. La force de l'hôtellerie, c'est l'homme. La force de la restauration, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une industrie du service. Et l'industrie du service, c'est la convivialité. Il faut aimer les autres, c'est l'empathie. Et si vous n'avez pas d'empathie pour l'autre, ça va être très difficile de travailler de longues heures et d'avoir toujours le sourire comme vous faites, monsieur. C'est ça, exactement. Alors, l'axe m'intéresse, la démocratisation à travers des vacances accessibles. Parce que Alain, il a envie d'aller on dit oui, à Mans, oui. À Mans, à Pogouin, précisément. Mais on ne sait pas, cette démocratisation, elle passe par quoi? En fait, ici, nous essayons de toucher les couches de la classe la plus basse. On remercie le gouvernement, on a réussi à étoffer les classes moyennes. Aujourd'hui, les classes moyennes consomment du produit touristique. Mais il faut faire en sorte que les classes les plus hautes accompagnent celles qui sont en bas et que ceux qui sont en bas de l'échelle comprennent que le tourisme n'est pas uniquement l'affaire de celui qui est riche, de celui qui est nanti. Tout le monde peut consommer le produit touristique et si nous y arrivons en mettant en place des programmes, parce qu'il faut pouvoir les financer, une fois qu'on met en place ces programmes, on va pouvoir être moteur d'une économie et faire en sorte que dans des périodes creuses, dans des régions très reculées, pourquoi ne pas financer ce tourisme social vers ces régions en période creuse, ce qui ferait qu'on aurait des taux d'occupation
très élevé toute l'année. Et puis, il y a la promotion, hein, quand même. Il y a tout ça, c'est bien. On a des hôtels qu'on a besoin de connaître. On a besoin de savoir, par exemple, qu'à Yamoussoukro, j'y étais récemment. Il y a une super piscine à l'hôtel Le Président. Enfin, je vous en parlerai un autre jour. Non, j'y suis plus. Ah oui, non, mais effectivement, non, je voulais juste parler de mes qualités de nageur. Dans l'occasion. Mais il faut faire la promotion de ces espaces-là. Et pour ça, il faut s'appuyer aussi sur les médias. Ça fait partie de la stratégie. Ah oui, dans l'axe 3, vous voyez qu'on parle de communication audacieuse. Nous sommes ici. Life a accepté de nous accompagner. Je vous remercie. Je vous en prie. Mais aussi, j'aimerais bien que vous continuiez à accompagner tous les secteurs. OK. Donc, nous allons sensibiliser les sociopros à l'effet de pouvoir penser aux télévisions pour pouvoir vendre nos produits, vendre les week-ends, vendre les packages que nous mettons en place, mais aussi un plaidoyer pour les télévisions. Faites en sorte qu'il y ait une démocratisation des accès. En revoyant aussi les tarifs, pourquoi pas un tarif pour le tourisme? C'est une doléance. C'est simple qui est bien entendu. J'espère que vous serez l'ambassadeur pour nous. Très bien. Il y a un axe particulier que vous souhaitez mettre en avant après cette présentation? Oui, l'investissement privé. Oui. On a constaté qu'aujourd'hui, la plupart des investisseurs dans le secteur, ce sont les locaux. Ce sont les Ivoiriens. Et donc, j'aimerais bien les inviter à encore plus s'intéresser au secteur et faire en sorte que chacun pense à sa retraite, à sa région, à choisir une région, à investir et pourquoi pas informer tout le monde que l'Office se réinvente et que les portes sont ouvertes pour accompagner tout opérateur économique Très bien. dans sa vision. Alors, madame, pendant qu'on retourne, je me dis, combien de temps est-ce qu'il faut pour mettre en place tous ces axes que vous nous avez si bien présentés? C'est une question de communication, c'est une question de temps. On se dit, donnez-nous encore 1 à 2 ans. Oui. Merci, Sa Majesté. Merci beaucoup. Il y a d'une galanterie, Sa Majesté au service. Ça demande du temps et on demande aussi l'indulgence, la patience et que tout le monde nous accompagne. Et nous sollicitons vraiment avec modestie l'apport de tout un chacun et la porte est grande ouverte pour toutes les idées. Isabelle et Kevin. Alors, on parle beaucoup de Sublime Côte d'Ivoire, le programme Sublime Côte d'Ivoire, mais est-ce que ce n'est pas juste un slogan, en fait? J'en sais rien. Là, vous ne pouvez pas me poser la question, je ne peux pas vous répondre. C'est un programme et ça répond avec 9 projets phares qui doivent être mis en place. Le Covid est passé par là, peut-être qu'il va falloir réinventer un tout petit peu. Kevin. Oui, madame, stratégiquement, pour mettre en lumière le secteur touristique, vous aviez recruté certains influenceurs pour justement mettre en avant notre belle Côte d'Ivoire. Et ça a suscité totalement un remous sur Internet. Certaines personnes ont dit, mais pourquoi tel influenceur est choisi pour représenter justement le secteur touristique alors que la personne ne le devrait pas, la personne ne représente absolument pas justement la Côte d'Ivoire touristique. Quelle réponse vous aviez apportée dans le temps à cette polémique? Je n'ai pas répondu, parce que j'estime que le choix m'appartient. Vous avez vu, dans notre axe, on a dit que la communication, on souhaiterait qu'elle soit audacieuse. On a décidé de faire la promotion avec la chanson. Ça ne s'est jamais fait à travers le monde. Vous n'allez jamais trouver avec des rappeurs, je crois. Un office du tourisme qui utilise la chanson pour faire une promotion d'une destination. Le Sénégal a emboîté le pas, donc c'est possible. On a voulu être audacieux. On a choisi des chanteurs dans l'air du temps. Parce que n'oubliez pas aussi que la cible dans tout ce travail que nous faisons, c'est le touriste de demain. Et le touriste de demain, c'est celui-là qui apprécie Elone, Fjord de Björn, Mosti et tous ces chanteurs. On ne va plus réécouter Abraham Moussa et Solo Diagout. La ben voilà, il n'y a pas eu d'autres... Oui, mais après, dans l'air du temps, non, pas du tout. Je ne suis pas sûr. Non, moi non plus. Par contre, juste une chose pour les influenceurs, j'aimerais bien demander à tout un chacun de respecter le travail de l'autre. Tout le monde est important. Vous regardez dans l'écosystème animalier et tout, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que la biodiversité puisse fonctionner. Donc tout le monde est important et moi je respecte le travail de tout un chacun. Merci. Et j'estime que tout le monde peut m'accompagner. Merci. Merci. Je parlais au nom de ces influenceurs là. Merci beaucoup. On l'avait remarqué. Vraiment, dans les grands sabots brillants, on l'avait remarqué. En fait, moi j'ai 2 questions. Ce sont ces 2 inquiétudes que je vais poser en même temps. Oui. La première inquiétude, c'est comment est-ce que vous comptez redynamiser le secteur du tourisme quand aujourd'hui on assiste à une pollution environnementale qui ne dit pas son nom en Côte d'Ivoire? C'est ma première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'est que dernièrement, lors du match Côte d'Ivoire-Zambie, il y avait l'ouverture officielle du stade de Yamoussoukro.
Franchement, j'ai dormi dans la Belle Étoile. On est resté dans les maquis et les bars jusqu'au matin parce qu'à Yamoussoukro, il n'y avait pas d'hôtel. Quand on sait qu'en 2024, il y a une CAN qui nous attend avec 24 équipes qui vont venir de partout en Afrique, comment est-ce que Côte d'Ivoire Tourisme compte gérer le flux de toutes ces personnes-là, en fait? Sachant qu'on n'a pas de réceptifs hôteliers pour ce que j'ai vu à Yamoussoukro seulement. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que nous parlons de qualité. Quand on parle de qualité, il y a qualité de l'accueil, mais il y a aussi la qualité des infrastructures. Et c'est un processus. Pour que les uns et les autres puissent améliorer la qualité, il faut aussi pouvoir stimuler l'investissement. L'investissement, aujourd'hui, vous allez trouver aucune banque qui accompagne le secteur. Les sociopros sont obligés d'avoir accès aux microfinances qui ont des taux d'intérêt exorbitants. Ils n'ont pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il y ait une politique qui soit mise en place pour l'accès au crédit. Pour que, accessible, mais à des taux intéressants. Parce que n'oubliez pas que le retour sur investissement dans notre secteur, c'est au minimum 8 ans. Alors que vous avez des crédits sur 3 ans parce qu'ils ne croient pas au secteur. On nous dit qu'il est trop... volatile. Il est volatile, merci. Donc vous voyez qu'il y a du travail à faire. Il faut aussi pouvoir mettre toute une économie en place. Il y a une offre, il y a une demande, mais il y a un besoin en financement pour pouvoir faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous. D'ailleurs, les 24 équipes ne seront pas logées à Yamoussoukro. Non. Oui, je sais, mais c'est inquiétant quand même. Maintenant, ce que vous dites qu'il n'y a pas d'hôtel, non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des hôtels. Suffisamment. Moi, je suis arrivé en 2011 à Yamoussoukro. J'ai été nommé à la tête de la Sodertour par M. le Président de la République, que je remercie. On avait à peu près 1500 chambres. Aujourd'hui, on a plus de 4000. La Sodertour a travaillé. Yamoussoukro est devenu une destination touristique. Mais Côte d'Ivoire, n'a pas pu avoir de maison. Hein. Non, mais c'est ce que je vous dis. Mais c'est parce que la destination est prisée. Il n'y a pas de place les week-ends à Yamoussoukro. Donc, ça signifie qu'il y a une demande. C'est pour ça que je demande aux investisseurs privés ivoiriens locaux de pouvoir s'intéresser au secteur, mais en même temps, construisons des édifices de qualité, construisons des infrastructures de qualité. Et nous sommes là à leur écoute. On va les accompagner et nous aussi, avec les autres institutionnels tels que les architectes, à qui on a demandé rendez-vous, on espère qu'ils vont nous recevoir très bientôt, pour pouvoir mettre un cadre d'échange pour accompagner les sociopros afin de mettre la qualité au sein de leurs investissements. Et surtout quand on arrive à Yamoussoukro, il faut aller réserver ces hôtels plutôt que rester d'abord dans les maquis et les bars. Je pense que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça se prépare. C'est à 4 h du matin, on a cherché l'hôtel. Une relance rapide sur le financement. Je sais que les taxes sont prélevées sur les hôtels, je crois. Oui, il y a une taxe de développement touristique qui est une taxe de Est-ce tiers. que cette taxe, pourrait s'étendre par exemple aux billets d'avion si ça n'existe pas? Si, le financement de Côte d'Ivoire, c'est sur la taxe à l'embarquement, une partie du financement. Mais c'est à l'achat du billet au départ de la Côte d'Ivoire. Voilà, et pas sur les entrées. Pas sur les entrées. Par contre, sur les entrées, c'est une proposition qui a été faite dans le plan stratégique de faire en sorte qu'on puisse améliorer le financement de notre institution. Le tourisme solidaire et équitable, comment les populations des régions visitées peuvent-elles bénéficier des retombées de ce tourisme-là? Comment faites-vous pour les mettre au cœur du développement touristique? Déjà, il faut que les collectivités qui sont intéressées à voir le tourisme comme un moteur de leur économie acceptent de nous recevoir. On a déjà le Sud Comoé avec qui nous travaillons. Nous allons démarrer très bientôt des discussions avec l'Agnébit Tiassa. Nous rencontrons les autorités ce week-end. On a échangé avec la mairie de Mans au cours de nos tournées. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des mairies qui sont intéressées, des collectivités décentralisées. Une fois qu'elles manifestent l'intérêt, nous travaillons à pouvoir sortir le potentiel de ces régions. À travers le contrat de destination, on leur dira qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement technique. Et les collectivités, elles doivent pouvoir ouvrir les portes pour que le tourisme puisse éclore. Ça, c'est une volonté terrain. On n'est plus dans l'État central avec grand E, on est sur la décentralisation, mais vraiment pure, et que les personnes à la tête de ces collectivités s'approprient ce secteur, et ensemble, on pourra développer le tourisme et en faire un moteur de l'économie. Et pour moi, j'y crois, sortir les populations de la pauvreté en milieu rural, surtout pour les femmes et les hommes. Et les hommes, et les jeunes. Et les jeunes, hommes. Élisée ? D'accord.
Madame la directrice, est-ce que vous ne pensez pas que pour donner un souffle véritable au tourisme, surtout intérieur, il y a une action transversale qui doit être faite? Je m'explique. Par exemple, vous disiez tout à l'heure que pour ce qui est de transport aérien au niveau national, c'est un peu difficile parce qu'on estime encore pour le citoyen lambda que c'est un peu cher. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas un effort peut-être qui peut être fait au niveau du ministère des Transports pour qu'en adéquation avec ce ministère-là, on essaie de voir si ces prix-là peuvent être revus à la baisse pour favoriser effectivement l'activité touristique, même au niveau du ministère du Commerce, parce que quand on se rend dans ces villes-là, il faut qu'on consomme, il faut qu'on puisse quand même faire des achats et autres. Est-ce qu'il n'y a pas une politique qui doit être une politique, je dirais, transversale, qui doit être mise en place pour vraiment redonner un souffle au tourisme national? Vous avez tout dit, mais c'est la volonté politique. Il faut que le tourisme devienne un secteur prioritaire et stratégique. Parce que le tourisme, c'est une industrie d'industrie. Une industrie d'industrie. Okay. Nous sommes moteurs. Quand vous prenez le transport aérien ou bien le transport terrestre, quand on parle de mobilité, c'est le voyage. Le voyage, c'est le tourisme. Mais qui est le pourvoyeur du client du transport aérien? Comment on l'appelle? C'est le touriste. C'est ça. Je ne sais pas, est-ce que dans les politiques de transport de la Côte d'Ivoire, on intègre le volet touristique dans la stratégie? Donc on peut avoir ce transport aérien pour le tourisme d'affaires, effectivement, qui peut se permettre certains tarifs, mais il faut aussi revoir la méthodologie. Dans un pays très bien développé en matière touristique, c'est l'Office du tourisme qui achète des allotements. Vous savez, c'est une méthode... En fait, c'est comme si vous achetez déjà des places à bas prix. Donc moi, je peux dire, par exemple, je peux citer la compagnie parce qu'elle est nationale. J'achète des places sur Air Côte d'Ivoire. Supposons je prends 2 millions de places à l'année. Si l'office est bien doté, j'achète 1 million de places tout de suite. Je lui dis, je vous achète à l'année. Et à moi, maintenant, Office du tourisme, j'ai une mission de service public. Qu'est-ce que je fais? Je fais une offre très basse pour pouvoir faire en sorte que les gens se déplacent, que le transport fonctionne. Par exemple, pour aller mais en ce moment-là, ils n'iront pas à Noël, parce que c'est la période de pic. Donc, on utilisera les périodes creuses pour pouvoir vendre ces places. Donc, Air Côte d'Ivoire se porte mieux, mais en même temps, on déplace les populations, n'oubliez pas, la mobilité. On déplace les populations vers des régions, et il y a une consommation qui se fera, et forcément une économie. Mais j'ai envie de dire, super idée, mais pourquoi elle n'est pas en place, par exemple, cette idée-là? On y travaille, on est dans le... C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans la consultation. Vous voyez que dans l'axe, on a mis être plus proche des institutionnels. Donc, ce n'est pas seulement les touristes, ce n'est pas seulement les collectivités, c'est toute autre institution qui pourrait nous aider à réussir dans notre mission. Alors, j'ai 2 questions en 1 minute. Donc, on fait 30 secondes par question. Rapidement. Je vais essayer de répondre. Madame la directrice, sur le patrimoine de l'État, notamment le patrimoine hôtelier, on sait qu'il y a eu une dissolution de la PDC. Voilà. Et Sodertour, oui. Voilà, Sodertour. Et la aujourd'hui, il y a une nouvelle entité qui gère tout ça. Sonapieux. Rapidement, l'état des lieux, qu'est-ce que l'État possède, qu'est-ce qu'il a mis en gestion et comment ça se passe, vos relations avec ces entités-là? Pour le moment, je n'ai aucune relation. Parce que la Sonapieux est en train de se mettre en place. Toujours pas Ils sont toujours en train de se mettre en place. J'ai aucune relation, mais par la suite, nous avons obligation de travailler ensemble parce qu'il va falloir pouvoir utiliser ces hôtels d'État justement pour pratiquer ce tourisme social. En même temps, c'est un appel que je lance. On a des périodes de pic, c'est vrai, où on peut pratiquer des tarifs élevés, mais je suis désolé, on a le pouvoir d'achat moyen, on connaît les prix moyens qu'un citoyen lambda peut payer en période de creuse. Pratiquant le yield management, c'est très basique. Il y a des clients, on monte, on est en période de pic, mais il n'y a pas de clients, on baisse les tarifs et on vend les chambres. Très bien. Montre en main, Élisée, Daouda, 15 secondes. Je ne sais pas à vous, je disais Alain. Daouda, je serai à vous dans 10 secondes, c'est à vous. D'accord. Madame la directrice, vous n'avez pas répondu à ma première question qui parlait de pollution exacerbée. Mais je continue encore. Aujourd'hui, vous parlez de tourisme, de développer le tourisme intérieur. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de sites qui sont plus ou moins abandonnés en Côte d'Ivoire ici. Quand on va à Bassam, quand on regarde la maison coloniale et autres qui sont en état de délabrement très avancé, il y a d'autres sites encore comme la cascade de Mans. Comment vous voulez que le tourisme intérieur se développe quand des sites même qui sont un patrimoine national sont abandonnés? Vous comprenez pourquoi je m'attarde sur le tourisme interne, tourisme ivoirien? Parce qu'on est habitué déjà au paysage. Donc imaginez le touriste international qui débarque ici avec ce paysage. Donc on a du travail. Il faut rendre nos villes plus propres. J'ai parcouru 4000 km. Il faut rendre nos villes plus propres, nos villages plus propres. Il y a un travail formidable qui est fait par le chef de l'État avec le bitumage des axes. La route est bitumée jusqu'à Mans. On redescend, on est en train de faire la route. Oui, la route est bitumée jusqu'à Mans. Toute neuve.
On va faire le bitumage pour redescendre vers Guiglo, pour aller à Tailly. Ce n'est pas fini, ils sont en train de construire un pont. Ça, c'était en février-mars quand nous passions. Il y a du travail qui est en train d'être fait, mais il faut aussi maintenant que les collectivités, c'est là je reviens encore, que les collectivités emboîtent le pas. Emboîtent le pas. Il faut qu'il y ait un travail terrain avec les populations. Il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut que les populations comprennent qu'on ne peut pas accueillir les touristes dans un environnement qui n'est pas sain. Je vous concède, il y a du travail. Et j'invite tout le monde à nous accompagner, à s'impliquer, parce qu'on a besoin de résultats rapidement. Très bien. Parce que nous aussi, touristes intérieurs, on a besoin de propreté, on a besoin de beaux cadres, on a besoin de... Très bien. Un message, un dernier mot? Madame, vous? Une invitation, un message, un dernier mot? La seule invitation que j'aurais à faire, c'est de rappeler à tout un chacun que le touriste, c'est vous. Très bien. Et que pour réussir, on a besoin de vous, et vraiment, humblement, avec beaucoup de modestie, on demande aux citoyens, aux résidents en Côte d'Ivoire de nous aider, de nous accompagner déjà à travers la propreté, la discipline, qu'on fasse en sorte qu'on puisse construire cette destination Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, avant de partir, on a un petit cadeau pour vous. Hein. Sur ce plateau, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on a une artiste, une vraie chanteuse. On va vous proposer les images. Bravo, franchement, c'est notre petit cadeau, j'espère qu'il vous a fait plaisir. Je peux quand même placer un petit mot. Non. Quand je venais dans cette télé, on m'a dit qu'on protégeait l'image des animateurs. Mais c'est une belle image. Merci madame. Merci. André Bois sera là, il sera présent. Dans 100 langues de bois, son invité, c'est monsieur Théodore Zadi Nyanya. Il est président de la Centrale Plateforme Nationale dans 100 langues de bois. Bravo. Comme tous les jeudis, c'est le retour du grand rendez-vous face à face entre une personnalité de notre pays et moi-même dans une édition exclusive, parfois un peu surchauffée de 100 langues de bois. Je vous remercie de prendre ce rendez-vous. Vous étiez à l'instant avec Brice Sano et toute sa team et vous avez parlé avec la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme. On en a appris énormément sur comment va cette maison qui promeut le tourisme en Côte d'Ivoire. Eh bien, imaginez qu'on dise que le gouvernement a réussi à les faire taire. Ça, c'est sûr que ça ne va pas les plaire, mais vous savez, les syndicalistes, très souvent, ils prennent des décisions, ils prennent des engagements. Ces engagements sont-ils discutables? On pourrait en parler, mais ils disent qu'ils obtiennent des résultats. L'un de leurs principaux porte-parole est avec nous aujourd'hui, Théodore Nyanya Zadi. Il est le président de la plateforme des organisations syndicales, à la fois du privé et du secteur public. Il va répondre à notre question sans langue de bois. Bonjour Théodore Nyanya Zadi. Bonjour. Merci d'être là. Alors, Théodore Nyanya Zadi, je l'ai dit comme ça en disant le gouvernement a réussi à vous faire taire. Je vous ai entendu vous réjouir des dernières mesures du président Alassane Ouattara. Dites-moi, vous n'allez pas appeler à voter Alassane Ouattara? Il ne s'agit pas de cela. Oui. Nous sommes dans notre rôle de syndicalistes. Oui. Nous avons revendiqué, organisé nos revendications. Nous sommes allés à des négociations et il y a un résultat. En contrepartie, nous disons merci au gouvernement pour avoir fait ça. Et cela ne signifie pas un engagement politique. Mais de là, quand même, à exprimer une telle joie, une telle satisfaction, ça a été quand même, j'allais dire, une litanie de satisfaction, de remerciements. C'était pas un peu trop? Non, pas du tout. C'est à la hauteur, n'est-ce pas, des engagements pris par l'État du Côte d'Ivoire. Plus de 1000 milliards sur 5 ans investis à l'issue de négociations qui ont donné des résultats importants. Et notre rôle à nous, syndicalistes, c'est d'obtenir une amélioration nette de nos conditions sociales, mais en contrepartie, c'est de dire merci à ceux qui l'ont fait. En tout état de cause, nous sommes dans notre rôle. Quand il s'agit de mettre la pression, nous la mettons. Mais quand il s'agit de négocier, nous négocions. Beaucoup d'Ivoiriens vous répondront, vous êtes dans votre rôle, d'accord, mais eux aussi sont dans leur rôle. C'est ça. Bon, pourquoi autant de taux de satisfaction? Bon, vous avez répondu. Tout à fait. Alors, je voudrais quand même m'arrêter sur une chose. Oui. Là, parlons des fonctionnaires, puisqu'on a ouvert avec...
comment des fonctionnaires qui n'ont pas forcément des résultats si mirobolants, ils sont à peine 240 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas les résultats si mirobolants, mais quand même ils coûtent cher quand même à la collectivité nationale, ces fonctionnaires. Là, ils prennent quand même 1000 milliards, chaque année c'est près de 120 sur 5 ans. Sur 5 ans, je veux dire, chaque année, c'est plus de presque 200 milliards pour les hommes chaque année. Est-ce que quand même ce n'est pas cher payé pour une fonction publique qui n'est pas si efficace que ça? Mais contrairement à ce que vous dites, la fonction publique c'est le cœur de la nation ivoirienne, c'est le cœur de l'État. S'il n'y a pas de fonction publique, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de secteur privé, il n'y a rien du tout. Donc on ne peut pas fonctionner, un État ne peut pas fonctionner sans les fonctionnaires. Et les fonctionnaires ont un rôle important dans la solidarité nationale parce qu'ils font ruisseler, n'est-ce pas, ce qu'ils gagnent sur l'ensemble de la société. Et vous comprenez qu'avec ce que nous avons acquis, c'est l'ensemble de la société ivoirienne, en tout cas dans sa grande majorité, qui s'est réjouie parce qu'un fonctionnaire est représentatif d'un village, d'une région, etc., etc. Donc, ce qui est fait, c'est ce qui est normal. Parce que c'est le cœur de la société ivoirienne, c'est le cœur de l'État. Et c'est tout à fait normal que l'État mette ses fonctionnaires qui lui permettent d'être représentés sur l'ensemble du territoire. Parce que quand vous allez à Zonguien, l'État, c'est qui? Ce sont les fonctionnaires, les instituteurs, les gens de la santé, le sous-préfet qui est là-bas et qui travaille au quotidien et qui permet à l'État d'être présent et de s'occuper des Ivoiriens. Donc, on ne peut pas dire que c'est cher payé, c'est même pas encore suffisamment payé. C'est pas encore suffisamment payé. Mais on pourrait vous retorquer, mais écoutez, vous êtes bien placé pour savoir que nos pays ont beaucoup d'autres engagements ailleurs. C'est cela. L'état des hôpitaux, l'état des écoles, les administrations elles-mêmes. Et on voit que les syndicalistes, vous êtes vraiment corporatistes, à demander toujours de l'argent pour vous, pour votre poche. On peut vous reprocher cela. On ne vous voit pas en train de vous plaindre de l'état des hôpitaux. On ne vous voit pas en train de vous plaindre de l'état de notre nombre d'administrations. Donc là, il y a un vrai problème. Tout est lié. Les conditions salariales, les conditions sociales du fonctionnaire agissent, n'est-ce pas, sur l'ensemble de l'infrastructure. Si le fonctionnaire n'est pas bien payé, vous parlez souvent de corruption, vous parlez souvent du service public qui n'est pas performant, de la modernisation qui n'est pas achevée. Mais qui doit le faire? C'est l'homme. Il n'y a de richesse que d'homme. Donc c'est le fonctionnaire qui fait travailler, qui fait tourner l'État. Et donc, investir sur le fonctionnaire, c'est investir sur l'ensemble, je pense, de l'administration. Et on ne devrait pas commencer par régler quand même ces problèmes infrastructurels avant de penser... Oui, mais ces infrastructures, qui doit les entretenir? Qui doit y travailler? N'est-ce pas le fonctionnaire? Les hôpitaux dont vous parlez. Mais ils travaillent dans quelles conditions? Commençons à régler ce problème. Oui, mais les conditions sont générales. Elles sont interconnectées. Il y a les conditions infrastructurelles dont vous parlez, et je suis d'accord avec vous qu'il faut y agir, mais en même temps, il faut mettre ceux qui travaillent dans ces conditions-là, dans ces infrastructures, dans les meilleures conditions, pour qu'ils fassent le travail pour lequel, n'est-ce pas, ces infrastructures ont été créées. Très bien, on a compris votre point de vue là-dessus. Mais voilà, dans votre combat, on peut dire aujourd'hui, on pose d'abord cette première question, le gouvernement a réussi quand même à vous faire taire, parce que la réalité aussi est là, c'est que vous avez obtenu des choses et il y a une trêve sociale, appelez-la comme ça, mais a réussi à vous faire taire, puisque vous ne vous plaignez même plus pour ce qui se passe chez les privés. Le SMIG, 60 000 francs. Le SMAG, pour les agriculteurs, 33 000. Quand même, je pense que vous devriez continuer de parler et pourtant vous ne le faites pas. Finalement, le gouvernement a réussi à vous acheter. Non, si vous considérez que le syndicaliste est celui qui doit toujours crier sur les toits, on peut dire oui. Mais en réalité, quel est le rôle du syndicaliste? N'est-ce pas de régler les problèmes? Et le SMIC dont vous parlez, le SMAC dont vous parlez, sont en discussion actuellement pour que d'ici le mois de décembre, n'est-ce pas, des mesures soient prises pour la réévaluation de ces deux mesures. Mais en plus, en ce qui concerne la fonction publique, mais il y a eu un travail qui a été fait par les syndicalistes. Il a fallu analyser, réfléchir, proposer pour arriver à des résultats. Donc, le syndicalisme n'est pas le fait de crier sur les toits. Ça, c'est une mauvaise appréciation du monde syndical. Et je vais vous dire que les pays où nous avons des meilleurs résultats, ce sont des pays où vous n'entendez rien. Parce que les syndicats sont intégrés dans le dialogue social qui fonctionne. Et qui fonctionne très bien au point que les mesures sont prises en accord parti avec ces derniers et prennent en compte leurs conditions sociales. Je vous vois venir parce que c'est une façon aussi pour vous de critiquer un tout petit peu vos collègues qui n'étaient pas à la table des négociations pour ce qui concerne cette dernière trêve sociale. Ils se sont plaints, je pense par exemple à vos collègues avec Atabi Pacom, qui se plaignent justement d'avoir complètement été éjectés de la table des négociations. Peut-être eux qui ont une autre méthode. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas trop seul, vous, avec quelques-uns, dans ce combat que vous menez, disons, pour le bien-être des fonctionnaires? Mais je voudrais indiquer que tout le monde a été associé. Les 8 organisations qui ont négocié rassemblent près de 98% du corps syndical en Côte d'Ivoire. Et le camarade dont vous parlez est membre et le 6e secrétaire général de la FESACI, qui a participé au dialogue social, donc il ne peut pas être exclu.
Mais pourquoi il n'est pas content? Oui, oui, bon, mais parce qu'il a une autre organisation qu'il aurait bien voulu voir associée. Mais la réalité, c'est que l'État a décidé de discuter avec les 8 qui ont signé hier la trêve de 2017. Il y a une continuité. Et nous avions souhaité qu'ils participent. Mais au final, c'est l'État qui a estimé qu'il fallait continuer avec les 8 qui ont commencé. Et notre souhait, c'est qu'ils rejoignent la table de discussion. Et nous y travaillons d'ailleurs. La table de discussion, les 8 là, vous êtes bien malin, Théodore Nianyazadi. Vous dites la prime ado. Finalement, c'est vous qui l'avez dit, on est content. Le président Ado vous permet d'avoir une prime qui, je rappelle, sur le salaire de base indiciaire. Tout à fait. Où il y aura 33,33% chaque année pour le fonctionnaire, sera versé début janvier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on apprend que vous dites, bon, enfin, nous, est-ce qu'on ne peut pas se prendre 3% dessus pour permettre justement aux syndicalistes de mener leur vie? Mais Atabi et ses collègues, ils disent non. Et beaucoup de fonctionnaires se posent des questions. Donc vous voulez forcer les fonctionnaires à vous verser 3% de leur salaire sur cette prime ado. Personne ne peut forcer les fonctionnaires. Ce que vous dites là, c'est la résolution, la recommandation d'une assemblée générale qui a estimé, satisfaite donc des résultats auxquels nous sommes parvenus. Parce que la prime ado dont on parle, mais c'est la résultante d'une demande. Et je vous en avais parlé ici, le 13e mois. Quand vous prenez le document sur l'accord, il est bien indiqué qu'à la demande d'un 13e mois formulé par les fonctionnaires, le gouvernement a répondu par la mise en place d'une prime exceptionnelle, appelée prime ado, pour dire merci au président, qui, sur aucune base légale, n'est-ce pas, a institué, n'est-ce pas, cette prime-là. Et donc, c'est le résultat du combat syndical. Mais pour autant... Non, j'arrive. Les 8 organisations, donc, se réunissent en assemblée générale et les fonctionnaires présents, il y en avait près de 2000, ont proposé qu'il y ait, n'est-ce pas, cette contribution pour permettre au mouvement syndical d'être financé de façon transparente. De façon transparente, je voudrais dire. Et c'est tout à fait normal que ce soit ceux pour qui nous nous battons qui financent le mouvement syndical ivoirien. Mais ça, on est d'accord, mais voilà, c'est une participation libre. Oui, mais tout à fait. Il ne faut pas imposer. Non, elle n'est pas imposée. C'est une recommandation de l'Assemblée générale et qui a en même temps demandé une mise en œuvre. Et pour qu'on y arrive, il y a des conditionnalités. C'est de faire en sorte que toutes les organisations qui n'étaient pas à la table participent, de faire en sorte que tout le monde soit pris en compte pour que l'ensemble du mouvement syndical ivoirien soit financé. Ce n'est pas de l'argent pour la poche de Nianyazadi, non, loin s'en faut. Il s'agit de faire en sorte que tous les syndicats de la fonction publique qui végètent, n'est-ce pas, et qui travaillent au quotidien, qui participent et qui font en sorte que les fonctionnaires gagnent de l'argent, n'est-ce pas, en retour, aient des moyens pour qu'ils structurent le mouvement syndical ivoirien, pour qu'ils sortent de l'ornière, pour qu'ils sortent du syndicalisme ONG, pour qu'ils sortent, n'est-ce pas, de la végétation, pour rentrer dans une organisation structurelle mieux structurée comme on le voit ailleurs. Ça, on comprend vos ambitions. Voilà, donc cette recommandation est faite, mais il y a des conditions à remplir avant qu'on y arrive. C'est ce que je veux dire. Non, mais permettez-moi que je vous relance. On comprend vos ambitions, faire en sorte que les syndicalistes puissent être dans de bonnes conditions. Tout à fait. Mais la méthode choisie, vous ne pouvez pas prélever de l'argent sur les salaires. Aucun prélèvement n'a été fait. Non, c'est la proposition, je l'entends bien. La proposition, c'est qu'on est libre d'adhérer à un syndicat. Tout à fait. Si les uns et les autres, vous devez compter sur votre capacité de mobilisation pour que les syndicalistes adhèrent et payent massivement. Pourquoi vous voulez imaginer un prélèvement sur une prime ado soit-elle? Mais c'est ce que je dis. En Côte d'Ivoire, le taux de syndicalisation est très faible. Oui, mais ça, c'est de votre faute. Non, pas de notre faute. C'est la faute à qui? Non, de l'ensemble des fonctionnaires qui doivent participer au mouvement syndical parce que les résultats, si on s'en tient à ce que vous dites, ça veut dire que c'est les 10% des fonctionnaires syndiqués qui doivent bénéficier des résultats auxquels nous parvenons. Mais bien si, c'est eux qui doivent bénéficier des résultats auxquels nous parvenons, et non tous. Votre combat est un sacerdoce. Vous avez décidé de militer pour la majorité n'est pas toujours là, mais on ne peut pas instaurer des systèmes d'obligation. C'est ce que je vous explique. J'ai dit c'est une recommandation de l'Assemblée générale. Très bien. Et vous y arrivez. C'est quoi de cette recommandation? Moi, j'étais à l'Assemblée générale. Vous dites quoi? C'est une bonne recommandation? Moi, j'étais à l'Assemblée générale. Donc, je suis comptable de cette décision. Mais en même temps, je suis pour qu'il y ait le processus de mise en œuvre respecte toutes les procédures, dont la rencontre avec les autres organisations, convaincre, expliquer, parce que des fonctionnaires se plaignent de bonne foi, parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne le mouvement syndical. Et si vous comprenez, ils ne savent pas que le mouvement syndical coûte cher, que la lutte syndicale coûte cher, qu'il faut la financer. Donc, de bonne foi, certains se braquent. Il faut leur expliquer. Très bien. Aller vers tous ceux qui se plaignent pour faire en sorte qu'ils rentrent dans le mouvement. Et si
in fine, tout le monde est d'accord, ça se fera. Si tout le monde n'est pas d'accord, ça ne se fera pas. Très bien. Donc il n'y a pas d'obligation. Et vous allez trouver les moyens justement d'avoir de arriver. l'argent et financer l'activité syndicale. C'est cela. Parlons quand même de la trêve. Ok. Quand même, la trêve, c'est un peu, j'ai pas envie d'utiliser les grands mots, mais quand même, on n'est pas loin de la mise sous les teignoirs. Parce que, regardez, vous avez obtenu sur la prime logement, la prime transport, l'allocation familiale et la prime ado, on aura l'occasion d'en parler. Mais quand même, de façon sectorielle, chaque fonctionnaire a des problèmes chez lui. Les agents de santé, ils ont des problèmes, les instituteurs et les professeurs d'université, etc. Donc on ne peut pas avoir une trêve qui finalement est une forme d'institutionnalisation d'une sorte d'omerta. Est-ce que vous ne ressentez pas les choses comme ça? Non, pas du tout. Au contraire. C'est l'expression je dirais, de l'humurissement et du renforcement des capacités du mouvement syndical ivoirien. Notre mouvement syndical a gagné en influence. Parce que l'État ne signe pas un accord avec quelqu'un qui est faible. On ne discute pas avec des gens qui sont faibles. Si aujourd'hui l'État lui-même fait la promotion des accords, c'est parce qu'il sait qu'en face, il a des organisations fortes qui ont montré leur capacité en 2017. Nous avons fait une grève de 3 semaines en Côte d'Ivoire. Il faut le rappeler. Et c'est de là que tout est parti. Donc l'histoire est récente, elle est là. Donc ces syndicats ont déjà montré leur capacité de pression et de grève. Et aujourd'hui, on démontre leur capacité à négocier, à discuter, à respecter les accords jusqu'au bout. C'est ça la responsabilité. Nous avons gagné en influence, en importance. Et c'est pourquoi l'État s'assoit avec nous, signe des accords et dégage autant de moyens. Donc pour nous, c'est une... Mais plus loin, nous avons en même temps réussi parce que l'accord, ce n'est pas que l'argent. Il y a des institutions de dialogue social qui sont mises en place. Absolument. Il y a des discussions au niveau transversal. Il y a un cadre de dialogue social. Qui est général. Et puis au plan sectoriel, pour la première fois en Côte d'Ivoire, le président de la République prend un décret pour instituer dans tous les ministères de façon obligatoire des cadres de discussion sectorielle. Ça, on ne l'avait jamais eu. Donc grâce à la trêve sociale, nous venons d'obtenir un cadre institutionnel qui oblige tous les ministres à mettre en place des cadres de discussion permanentes pour résoudre les problèmes dont vous parlez au niveau sectoriel. C'est un gain important pour le mouvement syndical ivoirien. Vous défendez votre bilan par rapport à ce que vous avez fait. Mais parlons de la prime ado. Là, quand même, c'est un point, on va être très court là-dessus. Une prime, on le sait, c'est pour sanctionner un travail bien fait, c'est pour féliciter, pour plébisciter. Et puis, vous, quand même, c'est à quel moment on prône l'excellence qui doit être justement, j'allais dire, consécutive à... La prime doit être consécutive à l'excellence. Il y a un problème. S'il n'y a pas un travail d'excellence, et on réclame une prime, il y a un problème, Nyanya Zadi. Vous n'allez pas dire que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée de tourner. On ne s'est pas arrêté, mais c'est beaucoup d'argent, il faut en parler. Mais c'est les fonctionnaires qui font tourner le pays. Et ces fonctionnaires-là méritent que l'État, qui est leur employeur, parce que c'est ça, l'État est l'employeur des fonctionnaires. Ils n'ont pas un autre employeur. Donc c'est l'État qui doit s'occuper de ses agents. Et l'État a donc décidé, à la demande des syndicats, d'instaurer une prime exceptionnelle de fin d'année qui commence en 30 et que nous avons appelée prime ado. Sur le lien entre la performance et cette prime. Et je voudrais vous dire, je voudrais vous expliquer pourquoi cette prime a une signification, une importance socio-professionnelle. Pourquoi? Le mois de janvier est un mois difficile pour les fonctionnaires. Et c'est un mois où l'absentéisme avait atteint des pics. Et si vous regardez bien, nos grèves, nous les faisons en janvier. Et les gens ne suivent pas parce que forcément ils suivent nos mouvements, mais parce qu'ils n'ont pas le transport pour aller au travail. Très bien. Donc, cette prime-là va redynamiser le service public. Il y a donc un avantage important. Il y a donc un avantage, vous dites. On va parler d'une chose qui va arriver en 2023. Tout à fait. On n'est pas très loin. C'est la question de la réforme de l'impôt sur les salaires. C'est cela. Vous savez, c'est une grosse réforme qui arrive en 2023. Tout à fait. Il y a certains fonctionnaires, par exemple, qui ont des enfants et qui vont devoir à payer le même montant d'impôt qu'un célibataire à travers cette réforme. Quand même, la réforme, c'est pour la justice sociale. Là, il y a un problème. Vous ne soutenez pas quand même une réforme sur l'impôt sur le salaire qui va instaurer une forme d'égalité sur les prélèvements, alors que les uns et les autres n'ont pas les mêmes situations. Je voudrais dire que cette réforme est la demande des syndicats. Oui. En 2017, déjà, nous demandions la réforme du système d'imposition. Mais c'est encore corporatif. J'arrive. Nous demandions le système et l'État allait plus loin et a fait une réforme générale qui concerne l'ensemble du monde du travail, y compris le privé, le public, les retraités, tout cela. Et a institué donc un système qui est en cours de mise en place, qui a donc supprimé les 3 impôts et les réduit en un seul impôt qu'on appelle l'ITS, l'impôt sur le traitement et salaire, qui va donc faire en sorte que certains salaires, compris dans certaines fourchettes, des 0 à 75 000 francs ne payent plus d'impôts, et de 75 500 francs à 200 000 francs payent 11%, etc., etc., avec des possibilités, n'est-ce pas, d'aménagement selon le nombre d'enfants, etc., etc. Je pense que la réforme vient de commencer.
elle va être améliorée par l'action des syndicats. Et c'est notre rôle de veiller. Et nous veillerons à ce que cette réforme-là ne soit pas un moyen d'une entourloupette. Voilà. Et qu'effectivement, les fonctionnaires ne payent pas plus qu'ils payaient hier. Et c'est ça qui est notre combat. Et surtout que ça permette d'instaurer quand même la l'égalité justice, et la justice face à l'impôt. Voilà, très bien. Il y a beaucoup de sujets qui auraient pu quand même faire partie de ce débat. Je pense à cette CMU. On rappelle que vous étiez candidat pour prendre la tête de la MUGEFSI. Il y a justement une convergence pour les fonctionnaires. Mais la CMU, le débat est marqué par cette affaire d'obligation. Il faut qu'une fois pour toutes, le syndicaliste que vous êtes se prononce sur cette affaire d'obligation de la CMU et permettre que les uns et les autres comprennent. Alors, quelle est votre position globalement sur la CMU? Je voudrais indiquer que le problème des Ivoiriens, c'est qu'ils ne réagissent que quand les situations les touchent. Sinon, l'obligation a été instituée en 2014. Depuis 2000, il y a une loi qui a été prise par cette Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui a dit que la CMU est la seule structure de protection sociale mutualiste ou de santé obligatoire en Côte d'Ivoire. Et c'est sur la base de cette loi que la MUGEFSI a été mise, n'est-ce pas, a été prise. Et l'obligation a été instituée en 2017 avec le décret de 2017, n'est-ce pas, qui a fait ce qu'on appelait l'arrimage. Et donc, on a étendu maintenant cette obligation à l'ensemble de la population en trouvant des moyens d'amener les uns et les autres à prendre leur carte et à payer les 1000 francs que nous, les fonctionnaires, nous payons déjà d'obligation. Très bien. Donc vous soutenez ces dernières mesures-là? Non, je ne les soutiens pas, mais il est bon. Non, non. Mais vous avez rappelé. J'estime que c'est un peu trop tôt. Je pense. Vous pensez qu'il y a un problème de calendrier? Voilà, il y a un problème de calendrier. Qu'est-ce que vous auriez proposé? Mais je pense que la loi ayant été prise, dans tous les cas, l'État a l'obligation de la mettre en œuvre. Très bien. Maintenant, est-ce le moment? Est-ce que les hôpitaux, nos hôpitaux sont suffisamment équipés pour recevoir le flux de population qui ont ces cartes-là? C'est ça. Donc, je pense qu'il faut d'abord finir avec la mise en place de la réhabilitation de nos hôpitaux. Et on ne va jamais commencer. Non, mais l'État a commencé, il y a un travail qui est fait. Je pense qu'on peut arriver à un certain niveau important de 50, 60, 70%. Et ensuite, faire une sensibilisation de la population pour dire que voilà ce qui arrive. Mais on ne peut pas tomber sur la population un matin et puis mettre les mesures. Voilà ce que Vous pensez qu'il faut régler le problème du lien entre les infrastructures, la sensibilisation et puis les populations lambda qui ne sont pas toujours sensibilisées, informées, qui ne suivent pas l'information. Très bien. Voilà. Alors, on va quand même s'intéresser à une question. Depuis, on l'entend. Là, récemment même, on en a parlé. Il y a des fonctionnaires qui sont, enfin, des fonctionnaires, des Ivoiriens qui ont passé le concours de la fonction publique, qui ont été admis, qui sont en attente justement de prise de service, qui ont été donc affectés et qui ne prennent pas service parce que les services de DRH ne leur délivrent pas leur attestation de prise de service. Là encore, on ne vous entend pas très fort là-dessus. Non, on nous entend. C'est un grand problème. Tout à l'heure même, j'ai reçu plusieurs camarades qui sont dans cette situation, qui sont affectés dans un ministère que je ne citerai pas, et où le DRH ou la DRH a décidé, a dit, on n'a pas de place ici pour vous. Le cas public, c'est le ministère des hydrocarbures. Voilà, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et nous estimons que ce n'est pas normal. Quand la fonction publique est l'employeur, le ministère employeur affecte un fonctionnaire dans un ministère, ce n'est pas à ce ministère de dire il y a de la place ou il n'y a pas de la place. C'est de donner la prise de service à ce fonctionnaire pour déclencher tout le mouvement qui est son salaire, son premier mandatement. Et donc il y a des fonctionnaires qui sont dans un no man's land aujourd'hui et qui ne perçoivent rien, qui ne savent à quel sein se vouer. Il y en a nombreux dans tous les ministères et ça, nous dénonçons cela. Ça, je voudrais vous le dire fermement. Très bien. Voilà. On parle du budget de l'État encore avec cette affaire des docteurs non recrutés. Parce que si on recrute, c'est le budget de l'État qui en prend un coup. Déjà que vous, ils ont augmenté vos salaires, eux, ils attendent d'être recrutés. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On recrute les docteurs ou on continue quand même de satisfaire les fonctionnaires qui sont là en ce moment et qui sont plus ou moins bien à l'aise? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Sur quel levier on joue? Moi, je pense que l'augmentation des salaires n'est pas un frein au recrutement. Très bien. Non, non, non. Je pense que c'est une question de vision et peut-être de politique et de volonté politique. Je pense que nos universités qui sont en train de se créer partout ont besoin de professeurs, de docteurs, etc. Donc, nous encourageons l'État à faire en sorte que nos camarades, ces jeunes qui se battent dans la rue... Vous ne pouvez rien faire, vous avez voté la trêve sociale. Qu'est-ce que vous pouvez faire, Gnagna Zadi? Vous avez les mains liées, pas du tout, au contraire. Nous avons les cas de discussion. Et nous avons brisé le mur de méfiance entre l'État qui avait peur des syndicats et nous qui ne faisions pas confiance à l'État. Avec cette trêve sociale, avec les cas de discussion, nous avons des cas où nous nous retrouvons pour poser les problèmes et résoudre les problèmes. Et nous résolvons des problèmes au quotidien. Mais votre cadre, il est où? Ces jeunes-là, ils sont là, ils disent qu'ils sont 3000. Ils attendent, pardon, mais le cadre n'arrive pas. Vous êtes tranquille, pépère? Non. À quel moment vous bougez? C'est vraiment une question. Je voudrais préciser. C'est un cri de cœur que ces jeunes-là émettent. C'est un problème sociétal, la question des docteurs non recrutés. Parce qu'il y a quand même des principes au niveau syndical. Voilà. Il faut d'abord être travailleur immatriculé,
pour entrer dans le système, n'est-ce pas, de protection des syndicats. Mais je vais Donc, je voudrais dire... Parce que plus on va recruter ces docteurs, non, je suis mieux ça va faciliter la vie de ceux qui travaillent aujourd'hui. Je suis d'accord. Je dis que c'est un problème sociétal, un problème, je dirais, moral aussi, et une nécessité pour l'État, n'est-ce pas, de faire en sorte que les docteurs formés à coups de milliards, à coups de millions, n'est-ce pas, puissent trouver, n'est-ce pas, le moyen de développer leur art ou bien leur expertise dans nos universités. Ça, c'est un appel que je lance. Et en tant qu'Ivoirien, je pense que j'ai le cœur brisé chaque fois que je les vois dans la rue en train de se battre pour être recrutés. Très bien. Voilà. On va encore parler de la situation des syndicalistes. Récemment, on a appris quand même que des syndicalistes de la société Eco et Burni ont été licenciés. On les a reçus sur notre plateau. Tout à fait. Hier, c'était le secrétaire général du syndicat des agents de la Poste qui a été licencié. Avant-hier, ce sont des syndicalistes agents de sécurité qui sont passés sur Live TV qui ont été licenciés. Nia Zadi, finalement, ça fait beaucoup. On ne vous entend pas défendre ces derniers qui se font licencier, surtout qui sont des syndicalistes protégés par la Constitution. Bien et là, sûr. Vous êtes bien muet, Nia Zadi. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous soutenons ces camarades. Mais nous ne le faisons pas sur la place publique. Nous soutenons ces camarades. Et c'est une violation des libertés syndicales. Ça, nous sommes d'accord qu'il faut protéger les camarades, mais il faut regarder pour chaque cas pourquoi nous en sommes là. Donc, nous, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas toujours que, n'est-ce pas, nous crions. Mais il y a des cadres de discussion, il y a des cadres d'échange où nous résolvons des problèmes et c'est au quotidien et nous continuons à le faire et nous souhaitons que le cas de ces camarades-là soit résolu avec tout ce qu'il faut qu'ils rentrent dans leurs droits. Donc ça, ce n'est pas exclu. La trêve n'est pas un frein, au contraire. C'est un moment... Parce que je voudrais vous expliquer, c'est quoi la trêve et c'est quoi le syndicalisme? Le syndicalisme, c'est un moyen de résoudre... Alors, très intéressant, c'est très pédagogique, ça va être intéressant. Le syndicalisme sert à quoi? Il sert à résoudre les problèmes matériels et moraux des membres. Est-ce que vous comprenez? Mais en même temps, c'est aussi un outil de transformation sociale. La capacité de l'individu à se prendre en charge, à comprendre le monde dans lequel il vit. C'est aussi un outil d'analyse, d'organisation et de proposition, le syndicalisme. Donc, je voudrais... Permettez-moi de remarquer, mais ça, je pense, je vous dis, ça est pédagogique. C'est bien qu'on le dise à nos responsables, les ministres, les dirigeants de société qui se permettent de licencier des syndicalistes alors qu'ils font partie, ils transforment la société. Et justement, ils n'ont pas le sentiment d'avoir été bien payés alors qu'ils voulaient juste une situation qui s'améliore. C'est à ce moment-là qu'on doit sentir la solidarité de l'offre syndicale. Elle est là, la solidarité. Elle est là, elle est au quotidien. Nous sommes avec eux. Nous sommes, et je voudrais vous dire que les syndicats, comme je l'ai dit, c'est des écoles, c'est des instruments de prospective aussi et de soutien. Nous sommes un peu comme des avocats. Et nous soutenons ces camarades licenciés ou mis à mal, n'est-ce pas, dans les juridictions, pour les défendre, pour qu'ils rentrent dans leurs droits. Est-ce que, justement, à ce niveau, est-ce que vous constituez des avocats pour les accompagner juridiquement? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pourquoi nous avons besoin de moyens. Nous, les avocats, nous avons des avocats, mais les syndicalistes sont des avocats. Par exemple, dans le conseil des disciplines du ministère de la fonction publique, nous constituons avocats pour défendre nos camarades qui y sont convoqués au quotidien. Et nous gagnons nos procès. Très bien, très bien. Alors, on va parler quand même des grands combats qui restent à mener pour quand même le syndicalisme ivoirien. C'est quoi? Aujourd'hui, vous avez une trêve sociale qui fonctionne bien. Regardons du côté du privé. Quels sont les grands combats que vous pensez devoir mener aujourd'hui, Nia Zadi? Les grands combats sont de deux ordres. Je pense qu'il y a l'aspect privé. Il y a la question du SMIC, du SMAG, il y a la question de la retraite au privé. L'État a aidé le privé à faire une augmentation de 5%. Mais au niveau du secteur public, les retraités n'ont pas été pris en compte véritablement dans les réformes, dans les mesures qui ont été prises au plan social. Et les retraités de la fonction publique ont été laissés pour compte. Nous pensons que nous avons lancé un appel à l'État, nous avons écrit pour demander que quelque chose soit fait les concernant. Nous proposons même que la prime de fin d'année, qu'il soit pris en compte. Qu'il soit pris en compte, les retraités. Encore les retraités publics. Les retraités on n'a pas beaucoup d'argent, mais vous demandez qu'on remette encore. C'est eux qui ont tenu l'État. D'accord. Voilà, c'est eux qui ont tenu l'État. Sinon, nous pensons qu'ils doivent être pris en compte. Ensuite, l'autre combat, toujours au niveau du secteur public, c'est comme le fonctionnement réel de ces structures de dialogue social. Et parce que, comme vous l'avez dit, il y a des questions sectorielles. Les enseignants, par exemple, demandent que des primes trimestrielles soient instituées pour eux. Et ces débats-là doivent avoir lieu. Également, dans d'autres secteurs, il y a la question, n'est-ce pas, de la révalorisation, la question, n'est-ce pas, de la grille salariale et la question de l'indice référentiel de base. Absolument. C'était une question qui était sur la table des discussions, que nous avons reportée
dans les négociations futures, dans l'indice référentiel de base, est une question essentielle parce que c'est le coefficient qui permet de faire le calcul du salaire. Très bien. Et en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a utilisé une méthode pour révaloriser les salaires de base, ça a été la bonification indiciaire. Elle n'a jamais touché la réévaluation de la valeur de l'indice. Aujourd'hui, nous souhaitons que nous touchions la valeur de l'indice qui est de 233,45 francs depuis 1960. Ouais. Voilà. Et qui doit évoluer. Très bien. Doit évoluer. Et ça, c'est un grand message. Mais parlons, ça c'est vraiment très très cool. Parlons de vous. Oui. Vous sortez quand même d'une élection ratée au niveau de la MUJFC. Mais ça. Nyanya Zadi, peut-être qu'il faut quand même vous prendre votre retraite. Vous avez été désavoué quand même d'une certaine façon. Est-ce que l'observateur que je suis peut dire ça? Peut dire Nyanya Zadi a été désavoué à la MUJFC, il doit partir? Non, pas du tout. Au Pourquoi? contraire. Au contraire. Nyanya Zadi, dans cette élection, a été renforcé. Ah. Oui. Parce que nous sommes la deuxième force de l'Assemblée générale de la MUJFC, avec 48 délégués, c'est-à-dire 48 députés. Si nous étions à l'Assemblée nationale, on aurait eu un groupe parlementaire très fort. Très bien. Ensuite, là où nous avons été candidats à Abidjan, nous avons été battus de 100 voix, uniquement. Oui. Et comme le système électoral permet à celui qui a gagné même d'une voix de récupérer l'ensemble des délégués, sinon si c'était à la proportionnelle, on aurait été présent, n'est-ce pas, dans les structures de gestion. Non, au contraire, aujourd'hui, la force en Côte d'Ivoire au niveau syndical, structuré, parce que nous sommes partis avec notre structure qui est la plateforme nationale. La plateforme, oui. Et nous avons donc montré notre force avec, comme je l'ai dit, 48 délégués sur l'ensemble du territoire et une force qui aujourd'hui qui fait que l'Assemblée générale de la MUJFC n'est plus une assemblée monocolore, comme on l'a vu hier. Très bien. Donc l'avenir nous appartient. Nyanya Zadi, je veux vraiment vous remercier de vous être prêté à cet exercice de questions franches. Nyanya Zadi Théodore, il est président de la plateforme nationale des organisations du privé, du secteur privé, du secteur public. Il a parlé à l'instant à la Côte d'Ivoire, il a montré qu'il a un engagement pour la Côte d'Ivoire, un engagement qui peut être compris ou pas compris. Une chose est sûre, il a voulu parler les yeux dans les yeux sur une chaîne qui permet de parler sans filtre. Moi, je vais vous dire merci de prendre encore le rendez-vous de la semaine prochaine. Sans langue de bois reviendra et j'espère simplement que d'autres personnes s'y prêteront avec beaucoup de plaisir. À très bientôt. Merci.